c'est un 10, mais c'est un mauvais coup au lit. Nous on se pose pas la question parce qu'on fait pas l'amour, on préfère jouer à la danse des câlins. La parole, c'est le seul moyen de captiver quelqu'un. Si on n'est pas écouté, en fait, on a beau avoir la plus belle structure argumentative, ça tombe à l'eau. Je me suis créé une barrière où je sais un petit peu comment interagir socialement, mais c'était absolument pas inné chez moi. Ouais. À la base, je suis vraiment un complet débile social. Je suis en mode, les gars, le pion on casse qu'on le met. Le truc du regard des gens, c'est que j'ai tellement eu le regard des gens sur moi quand j'étais petit. Je me suis tellement pris tout dans la gueule que j'étais en mode, maintenant vous m'acceptez tel que je suis. En fait, être différent, c'est bien. On est tous différents. Tu peux avoir le plus grand charisme possible durant tes 10 minutes de discours. À la fin, tu dis voilà, tu perds tout. T'as parlé de timidité, t'as beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer en public, de prendre la parole. Comment on fait? Des fois, il y en a, ils font des exposés. Tu sens que c'est nul. Ouais. Et en fait, masque-le que c'est nul ce que t'as fait. Genre, fais semblant que c'est bien. La question qu'on se pose, c'est maintenant comment est-ce qu'on progresse en éloquence? C'est quoi les bases? C'est aussi par des discours qu'on peut changer le monde. Ça passe par la parole. Et qu'en fait, qu'on nous dise l'éloquence, c'est dans des concours et c'est faire rire 2-3 pélos, je suis pas d'accord avec ça. Bon. On peut y aller. C'est là que je reprends un petit peu la grosse voix, tu vois, pour... Oui. Ouais, c'est vrai. Je suis le gars, pardon. Pardon, j'ai dérapé. Modeste, il aura son cas sur les oreilles. Les gars, sachez qu'à tout moment, je dérape. Voilà, je vous le dis. J'étais calme depuis le début, au bout d'un moment, faudrait que ça y est, ça va. Vas-y. Faudrait pas que je lâche les chevaux, quoi. Let's go. Salut les amis, c'est Kémil, bienvenue pour ce deuxième épisode du Trade Class, notre tout nouveau format. On est avec Boris, évidemment, et notre invité du jour que certains connaissent peut-être déjà parce qu'il cumule plus de 700 000 abonnés sur les réseaux, parce qu'il a un talent monstre en natation, parce qu'il est déscolarisé, parce que c'est le GOAT des échecs. Mais c'est pas pour ça qu'il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui parce que c'est un expert en éloquence. Il est arrivé vice-champion du grand concours de l'atelier de la langue française en 2024. On est avec Théo Fulpin. Bonjour Kémil, bonjour Boris. Salut Théo, j'ai ravi de te recevoir. Présentation qui m'a saucé, sache-le. J'ai passé un agréable moment. T'as adoré? Ouais, j'ai bien aimé. Tu m'as beaucoup saucé, tu m'as beaucoup vendu. Maintenant, je vais devoir être à la hauteur de ce titre d'expert d'éloquence. Va falloir prouver, hein. Ouais. En plus, c'est compliqué parce que vous me mettez dans une situation délicate où tu dis je suis expert d'éloquence. Sauf que l'éloquence, au quotidien, tu parles. C'est-à-dire que si je parle mal et si je bégaye et si vous dites pas pertinent, on se fait chier, finalement. On va voir. On va essayer de comprendre ce que c'est du coup. C'est pas très long comme format. T'inquiète, ouais, ça dure pas longtemps. Non. Oui, tu m'as prévenu, c'était un format de 10 minutes, c'est ça? C'est ça, 10 minutes. Non, t'inquiète, c'est un short. D'ailleurs, on a ramené une meuf. Ouais. Non. Hein? Oui, je me suis dit pourquoi. Il y a des happenings, je sais pas au courant. Mais non, mais pour le hook, mais bref. Pour le hook, ok. Ah oui, ouais, j'avais pas. On en parlera de ça. Okay, d'ailleurs, Gartin sur les réseaux, pourquoi Gartin? Gartin, justement, c'est une question qu'on me pose souvent et je suis déçu, enfin vous allez être déçu plutôt de la réponse, c'est que c'est juste un pseudo depuis que je suis tout petit et qui est un peu né de rien, mais par contre j'ai retrouvé les débuts de ce pseudo, c'est qu'en fait j'écrivais un texte quand j'étais du coup plus petit et le personnage principal s'appelait Olivier Gartin. Ok. Donc en fait ça donne pas la raison de pourquoi je l'appelais Gartin, mais en tout cas le fait est que déjà depuis que j'avais 7 ans, il y avait déjà... Il y a une origine, ça sort pas nulle part. Il y a déjà les backstage, tu vois. Ok, sympa. Tu veux rajouter un petit truc sur ta présentation ou c'est bon ça dépeint, attends, qu'est-ce que j'ai fait d'autre d'exceptionnel? Ah oui, putain, premier mondial sur Clash Royale quand même les gars. Ah oui, j'avais oublié, joueur professionnel, oui. C'est vrai. Et oui, j'ai un qu'est-ce que tu fais que tu réussis pas? Beaucoup de choses. Beaucoup de quand choses. Même. Le droit? Le droit, typiquement, mais non, mais c'est dur. Non, je t'emmène. T'es allé jusqu'où en droit là? J'ai fait une licence, globalement. Là, j'étais en master, du coup, à Paris-Panthéon-Assas, qui, je veux pas flex, est la meilleure faculté de France. Effectivement. En tout cas. T'étais là, toi, non? Tu connais? Ouais. Mais j'ai fait ça à la distance, donc... Ça compte pas vraiment. Ça compte pas vraiment. Ouais, ça marche pas. Non. Et non, et du coup, je me suis déscolarisé là en début d'année et j'ai redemandé, tu vois, tu me parles d'échecs. Ouais. On va pas parler des échecs, les pièces, mais les échecs scolaires. J'ai demandé hier Sciences Po, j'ai demandé il y a quelques semaines, et j'ai eu la réponse de Sciences Po Paris. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis refusé. Félicitations. Let's go. Ah merde. Voilà. Bon, ça sont surcotés. Moi, je n'avance pas sur les débats comme ça où je reste. T'as pas besoin de ça, je pense. Du coup, nouveau format qu'on a lancé déjà avec une première vidéo. On a reçu Shannon. L'objectif de ce nouveau format, c'est non plus de se concentrer sur les parcours de nos invités, même si on va en parler un petit peu, mais surtout d'aborder et de vous donner les bases de compétences qui sont oubliées dans les études et aussi en école de commerce. Je pense par exemple à la vente pour le premier format qu'on a fait et aujourd'hui à l'éloquence, des compétences qui sont vraiment cruciales, qui font la différence, faut le dire, dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, que beaucoup de gens négligent. On pense parfois que c'est inné, alors que ça se travaille. Et c'est pour ça qu'on fait ce format.
Très Tu vois, bien. j'aurais jamais pu le faire mieux que lui. Oui, tu non, vois, mais c'est- j'allais dire, il y en a un des deux qui bosse. Quoi. tu devrais faire le numéro 3 sur le travail. T'as tout Attends, compris. le vrai ou faux là? Lui, il est juste venu tard à la Fashion Week, il est venu bien habillé, il s'est dit, bon, ça passe. Moi, je Pour suis l'interview, que, quoi. je suis qu'en représentation, moi, ici. Vraiment. Et en attendant qu'il sorte son vrai ou faux, merci aussi pour tous les commentaires, Merci. les messages, les likes, la force que vous nous donnez. Ouais. Merci beaucoup, franchement, ça compte énormément. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, à nous dire ce que vous en pensez de notre invité Théo, Voilà. invité exceptionnel. À dire, je sais pas, qu'est-ce que vous aussi pensez du premier épisode, parce que moi j'ai beaucoup aimé typiquement le premier Il l'a épisode. pas vu, l'enfoiré. Non, mais si, c'était hyper Si. intéressant Ouais. du coup sur la vente. Ouais, la vente, Euh, exactement. Et tous les passages voilà, où on a pu s'intéresser à la vente de loin, mais aussi de près, près. avec différents regards. C'était quelque chose d'assez pertinent et intéressant. Ouais. Et donc, ouais, j'ai passé 2 heures, je ne l'ai pas vu passer. Quoi. Le prénom de l'invité Chanel, Shannon. Ok, tu l'as dit si tout à tu- l'heure. Si tu devais retenir un conseil qu'elle a donné dedans, ce serait quoi? Mais elle a dit être vous-même. Et ça, Non, je elle pense que c'est. a jamais dit ça. Mais si, elle a dit ça. Elle a jamais dit ça. Elle a dit ça, elle a dit Elle a dit ça? Bon, ok, elle a dit ça alors. Elle a dit ça, il a raison. Bon, T'as retrouvé ton vrai ou faux? mais je l'ai jamais perdu, mec. Oh. Il est dans sa Franchement, tête. non. Ouh. Pas du tout. Moi, j'improvise pas comme lui. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu vas m'apprendre. Alors, t'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Il y a pas de joker. Oh, ah, si. Regarde, parce que toi, je te vois venir. Parce que je vois des questions sur l'éloquence, je te vois me douiller au bout d'un moment avec une question, je sais très bien laquelle. En plus, je crois que c'est le plus long qu'on ait jamais fait, de ce que j'ai vu. Ouais, bon, on va peut-être pas tout garder, mais on va voir. Ok. Allez. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Les études, c'est surcoté. Ouais. T'as répondu vite. Ouais, c'est ça. Pas de piège là. L'éloquence, l'art de bien s'exprimer, c'est inné. Un peu vrai. Ok. L'éloquence, c'est subjectif. Ouais. L'éloquence, c'est que pour les concours en réalité. Non, du tout. Être éloquent, c'est réservé aux extravertis. Non. Au contraire. Ah ouais, ok. Note les points de débat, Kébile. Ah, je note. Le meilleur moyen de devenir éloquent, c'est de jouer un rôle. Non. Au contraire aussi. Ok. Pour bien s'exprimer, il faut prendre des cours de théâtre. Ou c'est mieux. Ça peut aider. Ok. En éloquence, le langage non verbal compte plus que le verbal. Faux. Ok. Si tu sais bien parler, tu peux convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Faux. Aujourd'hui. Oula. Les humoristes ne sont pas pris au sérieux quand ils veulent parler de sujets profonds. Toi qui fais de l'humour. Faux, justement, je pense que l'humour, ça va permettre de véhiculer des vrais messages. Ok. Les meilleurs orateurs sont ceux qui improvisent. Qui savent improviser. Qui savent improviser, bah forcément oui, parce que je pense qu'ils ont la palette de l'improvisation et ils seront aussi bons sur les textes écrits. Là où quelqu'un qui est bon sur les textes écrits ne sera pas nécessairement bon en improvisation. Ok. L'éloquence, c'est surtout du charisme naturel. Faux. Être un bon orateur signifie toujours utiliser un langage soutenu. Faux. Justement, je pense qu'il faut avoir un langage accessible à tous. Après, alors, chacun sa vision, mais pour moi, il faut, pour parler à tous, utiliser des mots simples. Et utiliser des mots simples, ça ne veut pas forcément dire avoir une réflexion qui, elle, est simpliste. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Ok. Le ton de la voix est plus important que les mots choisis. Plus important, non. Je dirais faux. Après, forcément, pour être éloquent, il faut allier les deux. Mais je préfère des mots bien choisis et quelqu'un qui a plus de mal à parler que quelqu'un qui va bien parler pour me dire n'importe quoi. Ok. Il suffit de bien parler, du coup, pour être écouté. Faux. Les pauses et le rythme sont plus importants que le contenu du discours. Hélas, je pense que oui. Ok. Les personnes introverties ne peuvent pas être éloquentes, Faux. par définition. Complètement faux. Ok. L'éloquence et l'authenticité ne sont pas compatibles. Faux, justement, il faut absolument qu'elle soit compatible. Je pense que par l'authenticité, on va justement réussir à être éloquent. Et l'éloquence rime avec l'insincérité et non pas avec ce que tu disais tout à l'heure, Ok, se créer un sincérité. personnage. On aura ce débat là tout à l'heure, je pense. Parce que sinon, on fait du théâtre, quoi. Ok, d'accord. Et dernière question. Un TEDx, ça se prépare? Ça doit se préparer normalement. Normalement. On peut, Allez, on anecdote. peut improviser, ouais. Tu fais une transition anecdote, c'est beau ça. Oui, parce que en gros, je sais pourquoi tu dis ça, parce que récemment, j'ai eu mon premier TEDx qui va, je pense, au moment où la vidéo va sortir,
qui sera sorti aussi parce qu'il devait sortir dans pas longtemps. Ok. En gros, on m'a envoyé un message sur LinkedIn, donc par je ne sais quel exploit, j'étais connecté sur cette application du diable. Et, et je reçois un DM d'un mec qui me dit « Mec, ce soir, on a un TEDx sur le sujet croissance et effondrement. » Mhm. Pas vous mentir, un sujet sur lequel j'ai pas de grande connaissance. Pur écho. Pure économie. Et donc il me dit, c'est ce soir à 18h, il était 14h ou 13h à peu près. Est-ce que tu es chaud de venir remplacer? On a un désistement de dernière minute. Je réfléchis quelques secondes et en fait il faut savoir que moi j'aime bien l'improvisation. J'aime bien l'improvisation dans le cadre d'une interview, j'aime bien l'improvisation dans le cadre Twitch ou bien YouTube quand je fais des vidéos. Ouais. Mais j'ai jamais fait d'improvisation en public. C'est quelque chose qui m'effraie énormément. Parce que tu es devant 300 personnes, tu sais pas de quoi tu vas parler, tu peux juste te taper la honte. Et en plus, là, dans un TEDx, c'est un public qui n'est pas forcément acquis à ma cause. C'est des gens sérieux qui ne sont pas forcément là pour rire et pour rajouter une touche d'humour dans un sujet qui peut avoir un fond beaucoup plus sérieux. Et je me suis dit, bah écoute, les peurs, il faut les prendre telles qu'elles sont et il faut les affronter. Donc, en vrai, là, en 4 heures, j'ai pas le temps de me poser de questions. J'accepte. Ce soir, je suis devant 300 personnes, devant un TEDx. Et de toute façon, puisque j'ai dit oui, je mets des mecs dans la merde si j'y vais pas. Ouais. Et donc, le fait que ça soit acté, le fait que je puisse plus retourner en arrière et que je sois forcé de le faire, ça m'a fait pas me poser de questions et aller en improvisation, même si forcément c'était pas la meilleure improvisation de ma vie non plus. Forcément c'était cool parce que du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le sujet sous un autre angle, croissance et effondrement, je l'ai pris avec ma vie personnelle. Ouais. Vie personnelle, ouais, ma vie elle est forcément personnelle, mais bref. Ouais, c'est ton un côté peu- perso, ouais. Je suis pas très fort Voilà. quand on met des mots choisis, le choix des mots. peut-être pas si- Ta vie aurait pu être professionnelle, t'aurais pu parler de ta vie professionnelle. Ouais, j'aurais pu parler. J'essaie de te rattraper. Il t'en Ouais, sort bien. Tu me fais rebondir, ça me fait plaisir. Non, mais du coup, ouais, j'ai basé sur ma vie personnelle parce que croissance, j'ai parlé du fait de grandir, donc de se rendre compte de la réalité du monde, qu'elle soit au niveau professionnel, au niveau des études, ou bien la réalité du monde, que ce soit les problèmes écologiques, les problèmes de guerre dans le monde, de famine dans le monde et tous les grands sujets qui nous touchent tous. Et du coup, que la croissance était liée à l'effondrement parce que c'est l'effondrement d'un monde qu'on s'était imaginé quand on était plus petit. Et du coup, j'ai pris le sujet d'une manière un peu plus philosophique, avec plein d'économistes dans la salle qui ont dû se dire mais qu'est-ce qui branle. On voulait parler, je sais pas moi je sais pas de nom d'économiste, mais voilà. Et toi, est-ce que à titre perso, tu sens que ça a pris dans la salle, que ça a bien marché? J'ai eu des très bons retours Ouais. après. Après, moi je sais que je suis hyper méga critique sur ce que je fais, Ok. donc j'ai pas, j'ai même pas regardé de nouveau l'improvisation Ok. pour vous dire. Parce que t'aimerais pas voir le résultat? Non, en fait, c'est pas une peur du résultat, mais c'est qu'en fait, je pense que j'aime bien le contrôle. Et du coup, quand j'ai bien préparé un discours, je sais m'attendre. Je m'attends à ce qui va être fait, à ce qui va être produit. Je sais ce que j'ai fait au niveau de la salle. Quand je fais une vidéo, je savais à peu près ce que j'allais faire ou pas faire. Mais en tout cas, une vidéo, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que les cadres d'interview ou les trucs qui n'étaient pas préparés, où je vais rentrer en scène un truc d'acteur ou quoi, par exemple, là, je préfère pas regarder. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Ok. Typiquement, mon interview sur Europe 1, je ne l'ai pas regardé. Là, je vous le dis, les gars, je ne vais jamais regarder les 2 heures. Je vous le dis honnêtement, je vais juste envoyer à des potes et je vais leur dire, les gars, si j'ai dit les dingueries, dites-le moi, comme ça. En vrai, Voilà, ça marche bien aussi, hein. C'est Donc, marrant cette scission entre ta capacité à être méga authentique, à même être impulsif parfois qu'on voit dans tes vidéos et tout, et tu nous parles de contrôle. Ouais, en fait, je pense que tu te laisses aller. Je me laisse aller dans les vidéos, mais dans la vie de tous les jours, j'ai besoin d'avoir un gros contrôle, un gros socle sur ce que je vais faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'improvisation, ça me faisait énormément peur devant des gens. Ouais. Parce que, en fait, tu te donnes aux gens, tu vas donner une performance dont tu n'as aucune idée de ce qu'elle va être. Et donc, en fait, des blagues, forcément, qui passeraient devant un public X, ne vont pas passer devant un public Y. Forcément, typiquement, les gens qui font du stand-up, ils se sont tous pris des fours parce que tu as des salles qui vont moins bien réagir que d'autres. Et en fait, là où, sur un discours préparé, tu fais en sorte... Enfin, tu peux faire en sorte que ton discours aille avec n'importe quelle salle, ou en tout cas avec la salle devant laquelle tu seras. Sur une improvisation, tu peux plus rapidement partir en vrille. Et vu que j'ai des grosses tendances de partir en vrille, c'est vrai que l'improvisation, tu sais, il y a mon cerveau, ça fait plein de liens un petit peu trop relou en fait, trop chiant, trop chiant d'être HPI en smart. fait. Non, je rigole, mais en fait, je sais que je peux très rapidement perdre les gens sur l'improvisation. Parce que j'ai très peu de structure dans ma tête. Et là, typiquement, je peux vous perdre, les gars. Je peux être un tunnel en l'espace de 2 secondes. Et c'est pour ça que je sais qu'il faut que je le canalise. Et il faut que je m'entraîne encore plus dessus pour avoir en fait un contrôle du fait de m'être tellement entraîné que derrière, je peux lâcher prise parce que j'ai une forme de contrôle du fait de l'entraînement, en fait. Ok, tu trouves que tu t'es pas assez entraîné? En improvisation?
Ouais. Improvisation devant une grosse salle, oui. Ok. Là, les interviews, typiquement, moi, je le vois comme un entraînement. Tout ce que je fais, je le vois comme un entraînement. Ok. Tu vois, tu m'as dit expert de l'éloquence. Moi, en soi, j'ai juste fait un concours. On en parlera certainement après. J'ai fait un concours, je fais des vidéos sur Internet. Je suis loin d'être un expert de l'éloquence. Et j'estime que ça veut rien dire être un expert de l'éloquence. Il faut juste être authentique et être capable de capter une attention. Et je pense que on n'est jamais capable de capter l'attention de tout le monde parce qu'on a tous une subjectivité, comme tu l'avais dit dans ton vrai ou faux, qu'on va tous être sensibles à des choses plus ou moins différentes. Et donc, forcément, et là, c'est le moment où je me rends compte, tu vois, que je te dis que parfois, je vais dans des tunnels où je ne sais pas comment ressortir parce que je ne sais pas avec quoi j'ai commencé finalement. Mais donc, ouais, tout ça pour dire que je vois tout comme des entraînements et que là, forcément, je le prends comme un jeu. Elle est nulle à chier, là. Et les gars, normalement, il faut bien conclure dans un discours, en tout cas, je vous le dis. Hein. Ok. En vrai, on va rentrer dans le détail après de toutes les petites techniques que tu as aussi, parce qu'en soi, même si tu y allais en impro et un peu en roue libre au TEDx, je pense que tu as des éléments qui te permettent de te préparer un minimum et de cadrer un petit peu ce que tu vas dire. Parce que moi, je m'imagine là sur un TEDx sans préparer du tout. Si j'ai pas en tête là où je veux aller, ça va être compliqué, quoi. Donc on verra ça après. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment toi, tu as atterri dans l'éloquence. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas le truc le plus commun non plus. Je connais personne, moi, dans mon entourage qui fait de l'éloquence, quoi, qui fait des concours. Un truc que j'ai beaucoup regardé, j'aimais bien, mais je sais pas, toi, si tu as des gens Non. tu vois, dans ton cercle proche Non, qui font non. de l'éloquence. C'est peut-être beaucoup les gens du droit. Ouais. Peut-être un peu plus, mais toi, comment t'as atterri dedans? Mais surtout, excuse-moi, avant que tu commences, surtout que toi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit non plus le truc de ta vie de faire des concours d'éloquence, tu vois. Que, tu vois, t'en as, ça devient leur métier, etc. Toi, j'ai plus l'impression que c'est une feature plutôt qu'une composante principale. C'est un hobby, genre. Oui, moi, ça fait partie des nombreuses choses auxquelles j'aime toucher parce que je suis curieux un petit peu de tout. Et j'estime que c'est une compétence qui est utile dans la vie de tous les jours. Et ouais, je le vois pas, tu vois, je le vois pas comme le truc compétitif. Je l'ai vu pour mon premier concours. J'avais vraiment l'aspect, il faut que je gagne. Et du coup, j'ai pas pris de plaisir le moment où je suis rentré sur scène. Ah, ok. Parce que j'avais la pression, parce que voilà, je le voyais comme une compétition de natation, comme une compétition de Clash Royale, comme un truc d'échecs. Et donc, petit à petit, je me suis dit, ok, prends juste du plaisir sur scène, sois toi-même. Et c'est ce que j'avais envie de vivre sur les autres fois où je suis passé sur scène. Et pour en revenir à ta question de comment j'en suis arrivé là, en gros, à la base, j'ai toujours écrit, quand j'étais plus petit en tout cas. J'ai vu l'écriture comme une thérapie et comme une manière de mettre des mots justement sur des douleurs et sur des peurs. Du coup, j'ai beaucoup écrit quand j'étais petit, ça m'a beaucoup aidé à me sortir de situations difficiles. Ensuite, j'ai arrêté d'écrire parce que on passe à la période du collège où tu fais des échecs plus t'écris. On va pas se mentir que si tu veux survivre socialement, il faut peut-être faire un choix. Il faut peut-être au bout d'un moment faire les bons choix pour avoir des amis. Et donc j'ai dit ok, j'arrête d'écrire, peut-être que j'en ressentais plus le besoin. Et puis une fois arrivé à la faculté, forcément j'étais en droit et on avait même des cours de rhétorique et des cours d'éloquence. Du coup ça c'était vraiment cool. On était obligé chaque semaine ou toutes les 2 semaines, je sais plus vraiment, d'écrire des textes. Et du coup là je me suis remis à écrire et je me suis aussi mis à écrire des poèmes moi tout seul après des années. Je faisais déjà des vidéos à l'époque, en tout cas fin d'année en L1 j'ai commencé les vidéos. Et donc j'ai commencé avec les échecs et je me suis dit, ah putain, à un moment donné, j'ai envie de mettre aussi des poèmes, de montrer une autre face de ma personnalité. Et les poèmes, ça avait bien marché. À l'époque, c'est des poèmes premier degré, parce que maintenant, j'en fais aussi des second degré, où je troll un peu en français, on ne dit pas, mais on dit plutôt, et je dis n'importe quoi après. Et non, et du coup, forcément, ça a commencé à prendre. Moi, ça me faisait plaisir d'écrire. Et à ce moment-là, du coup, j'ai rencontré Pierre Foury, qui fait des concours d'éloquence. Il a fait le concours HEC. Il a gagné Atelier langue française au bout de la 2e fois parce qu'il l'a fait 2 fois. Et on n'en parle pas assez, mais la première fois, il l'a perdu. Je vais quand même rappeler. Hein. On a le même palmarès, finalement. Lui aussi, il a perdu la première fois. Et du coup, il l'a gagné la 2e. Et donc, je voyais ce qu'il faisait sur Internet. C'est d'ailleurs lui, en réalité, qui m'a donné envie de réécrire. Je l'ai vu sur ses concours d'éloquence. Je l'ai vu dans sa manière de parler. Je me suis dit, putain, j'ai envie de faire comme lui. À ce moment-là, tu te dis,
je peux faire pareil, j'ai envie de faire pareil, ou même je peux le battre, ou... Il n'y a pas de truc de rivalité, il y a ce truc de ok, je suis fan de ce que ce mec fait. Ok. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et juste, ça me redonne goût au mot. Et je me rends compte aussi que ça intéresse les gens de la poésie. Et moi-même, ça me redonne envie d'écrire. Et forcément, au début, je recopie un peu, sans le faire exprès inconsciemment, le style de Pierre Faury et aussi de Félix Radieux, je ne sais pas si vous connaissez, Non. Mais je qui crois lui fait pas l'éloquence, mais qui fait juste des textes. C'est un mec du théâtre à la base. Il est extrêmement fort d'ailleurs, et n'hésitez pas à aller regarder. Et du coup, forcément, je m'imprègne un petit peu de leur manière de parler, beaucoup en vers. Après, moi, j'écrivais aussi en vers à l'époque. Donc, je m'imprègne de ça. Je suis un petit peu comme eux au début en les imitant inconsciemment, puis petit à petit, je trouve ma patte. Et un jour, au milieu de tous ces textes que j'écris sur Internet, il y a Pierre qui me dit écoute, Théo, il y a l'inscription d'atelier à la langue française, c'est le concours que j'ai fait l'année dernière, est-ce que tu as envie de le faire? J'ai d'autres choses à faire. C'était la peur qui parlait. Oh non, je me Non. suis. En fait, c'est que j'avais une vision des concours d'éloquence, hormis Pierre, qui était vraiment le truc que tu disais, se faire autre. Où j'avais l'impression que c'était des gens qui faisaient du mauvais théâtre. C'est toujours une impression que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai cette impression. Ah, mais des moi j'ai concours cette d'éloquence. impression qui est totalement. Voilà, ce soir je vais juger un concours d'éloquence, j'en ai jugé plein. J'ai l'impression que les gens essayent de se falsifier pour pouvoir exister. Comme si être soi-même, on ne pouvait pas exister en étant soi-même. Ça, après, je peux en parler parce que j'ai fait un discours justement sur est-ce que les orateurs sont que des beaux parleurs et j'avais trouvé ce que je pense être les raisons de pourquoi on a un masque quand on est orateur. Mais sinon, tout ça pour dire qu'il m'a dit du coup, est-ce que tu as envie de le faire? J'ai dit oui, j'ai envie de le faire. J'ai passé les sélections avec une amie. C'était sur Paris. Moi, à l'époque, j'étais sur Bordeaux. Donc, il fallait que je me déplace juste pour ça, que je loupe une journée de cours. Ah mince. Ah mince, trop relou. Putain, en plus, un TD d'histoire du droit. Fais chier. J'étais dégoûté. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, j'y vais. Si ma pote n'était pas là, j'y serais pas allé. Parce que j'avais aucune envie d'aller sur Paris juste pour ça. Mais c'est elle qui m'a forcé. Elle m'a dit fais-le, fais-le. Sous la pression, j'ai accepté, j'ai cédé, j'ai dit j'y vais. Mon sujet, c'était la haine, ce n'est pas la colère des faibles. Qui est honnêtement mon sujet préféré. Alors, il n'y a aucune vidéo, vous ne pouvez pas les retrouver et tout, hein, mais c'est mon meilleur texte, je trouve. Comme par hasard. Comme par hasard, il n'est pas filmé. Ouais. Mais j'ai encore le texte écrit. Parce que c'était un texte qui me parlait énormément, parce que la haine, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Et que Pourquoi j'ai toujours eu un besoin d'exprimer. Parce que j'ai toujours eu la haine contre le monde, la haine contre les injustices. Et je trouve que la haine, il faut en faire une force, parce que si on accepte le monde tel qu'il est, et qu'on n'a pas de haine, la haine, justement, c'est le processus du changement. Je veux dire, si on n'a pas une forme de haine contre un système qu'on a envie de changer, si on ne dit pas non au droit, et c'est d'ailleurs ça qui me dérangeait dans le droit, c'était qu'on remettait jamais en cause le légal, comme si le légal était nécessairement juste. Or, si le légal est juste, je suis désolé, mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas, on interdit, on permet jamais l'avortement. On ne permet jamais la Révolution française et tous les grands changements qui nous permettent aujourd'hui d'être à la civilisation dans laquelle on est. Donc il y a toujours des gens qui disent non et qui justement se sont servis de leur haine pour changer les choses. Donc moi j'ai toujours trouvé que la haine elle était nécessaire et qu'il fallait en aucun cas juger les gens qui avaient une forme de haine, mais surtout la comprendre. Alors je dis pas forcément il y a des haines qui sont néfastes. Parce que je veux dire qu'on peut avoir une bonne haine qui sera au profit du juste et du bon. Donc voilà, du coup c'était un sujet forcément qui m'avait pas mal passionné parce que j'avais dit que de la haine naissait l'amour, quelque chose qu'on aime. Forcément, s'il y a quelque chose qui va à son encontre, on voue une haine envers cette chose qui va à son encontre. Et donc en fait, la protection des choses qui nous tiennent à cœur, finalement, on doit de les protéger cœurs et âme. On dit souvent que c'est les deux faces d'une même pièce. Quoi La haine et l'amour. On dit souvent que c'est les deux faces d'une même pièce. C'est quoi la phrase là? Il n'y a pas d'amour sans haine. Fais une phrase comme ça là. Il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Oui, voilà. Ouais. La phrase bien bateau pour un début de dissertation de philo quand t'as pas révisé ton bac. Et non, du coup, c'était mon premier sujet. T'as jamais pensé à le refaire en vidéo justement sur tes réseaux? Je l'ai fait en live. Ok. J'avais mis vite fait des passages, mais forcément, en fait, en live, je trouve que ça donne pas aussi bien que devant le public. Ouais. Et même moi, je suis pas autant à fond. Ouais, je comprends. Parce que t'as aussi un truc où je sais que personnellement, ça va être propre à chaque personne, mais je suis largement moins bon en entraînement et je suis quelqu'un qui est largement meilleur au moment où il faut être bon. T'es transcendé devant le public. Je suis transcendé par la scène, je suis Ouais. transcendé par le public, je suis transcendé par le moment. Et d'ailleurs, ça me fait une très belle transition parce que du coup, pour la finale, où mon sujet cette fois-ci c'était inventé, ce n'est pas pensé à côté, on a eu le sujet un mois à l'avance.
Ok. Je l'ai commencé une semaine à l'avance. Ça m'aurait pas étonné de toi. Parce qu'on avait les partiels, on avait plein de trucs, et du coup, j'avais pas que ça à faire que de me mettre Ouais. sur inventer, c'est pas Puis- penser à côté. De toute façon, si t'avais rien à faire, c'est sûr que tu l'aurais commencé avant, quoi. Bah, c'est évident Ça, que j'aurais franchement. été dessus depuis le premier jour. C'est mal me connaître que de penser l'inverse. Et non, du coup, inventer, c'est pas penser à côté. Bah, déjà, un sujet que j'ai trouvé hyper difficile. Je pense que vous, là, quand je vous le donne, je sais pas ce que ça vous procure. Il a Avancer, pas, c'est pas penser je à l'ai pas côté. encore traduit, moi. Je suis en train de le proposer, de Avancer, processer. ce n'est pas penser à côté. Inventer, ce n'est pas penser à côté. Ah, inventer. Ok. Parce que Einstein avait dit inventer, c'est penser à côté. Du coup, Ouais. c'est la négative d'Einstein. Ok. Ça y est, je l'ai. Vaut mieux pas que qu'on parte en couille. Ah non, mais c'est. Mais C'était un vas-y. sujet compliqué, donc qui m'inspirait absolument pas. Et en fait, j'étais aussi à une époque de ma vie où, autant sur la haine, j'avais pris du plaisir à écrire, mais j'avais eu un trop-plein de l'écriture. Ok. C'est-à-dire que je pense que l'inspiration, notamment dans des métiers comme la création de contenu, on doit des fois aller la chercher, parce que bah, forcément, on doit produire des choses, et bah, voilà, on doit se bouger pour créer. Mais l'inspiration en écriture, des fois aussi, je la forçais parce que je me disais, ok, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des poèmes, il faut que j'écrive. Et j'étais arrivé à un moment donné où j'étais en mode, ok, je fais toujours les mêmes choses, et en fait, j'écris pour les gens et j'écris plus pour moi. Hmm. Et donc, j'étais arrivé à saturation complète de l'écriture, et à ce moment-là arrive le concours, et je me dis, putain, j'ai plus envie d'écrire, Ah ouais. je suis au plus bas, et d'ailleurs, je suis en train de revivre ce moment actuellement aussi, même phase de ma vie au niveau de l'écriture. Difficulté de l'écriture. Ouais. C'est le T'es- truc de t'es la plus feuille inspiré blanche. Ouais, si, c'est la feuille blanche, si tu commences, tu t'arrêtes, tu dis c'est nul, Ouais. et je me dis, ok, je pense que pour écrire, il faut vivre. Et donc là, je suis en mode vivons. Mhm. Et après, on pourra écrire quelque chose sur la vie. Ok. Ouais, je comprends. C'est bien d'écrire, mais si on n'est pas dans le moment présent et si on n'a pas des choses à raconter, voilà, typiquement Bref 2, Ken Kojandi, il a 18 ans, il a pu vivre sa vie. Hmm. Et si Bref 2 est un classique, c'est parce que justement, il a pris le temps de l'écrire, de mûrir et de passer à un nouvel âge de sa vie. Ouais. Et tout ça pour dire quand je fais vraiment des raccourcis à gauche à droite. Et pour en Non, mais revenir du coup. je comprends ce que tu dis parce que j'ai écrit des livres Mm. et pour le coup, je sais que j'ai des phases de créativité et d'écriture et après j'ai des phases où non, il faut que j'aille dans l'action pour pouvoir, comme tu l'as dit, expérimenter, comprendre, etc. Et c'est des choses qui viennent pas nécessairement en même temps. Après, peut-être que tu penses qu'on peut à la fois être dans une phase créative et une phase d'action en même temps? Ok, Est-ce- ouais, est-ce je que pense tu- aussi. est-ce Mais que- toi, typiquement, c'était sur quoi tes livres que vous avez écrits? Moi, c'est plus des livres pour résoudre des problèmes. J'écris en gros des méthodes pour résoudre des problèmes. Ok. Genre, par exemple, j'avais écrit mon premier livre sur la timidité, entre guillemets. Mhm. Donc, en gros, des compétences sociales. Comment tu fais pour passer de quelqu'un qui est timide, qui n'est pas très sociable, à quelqu'un qui sait, tu vois. Mm. Et ou sinon, sur l'orientation. Je m'étais dit, j'ai vu plein de gens, justement, qui n'ont pas de vision, qui ont du mal à se projeter, à savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et j'étais persuadé que c'était possible de créer un process pour faire passer quelqu'un de je ne sais pas à je sais. Bah, je l'ai Ok. créé, et j'ai accompagné des gens là-dessus, et j'avais écrit un livre là-dessus aussi. On en revenait tout à l'heure à les meilleurs textes sont certainement les textes les plus personnels. Tu as dû certainement te Oui, baser oui, sur. j'ai agrémenté d'informations personnelles et de récits personnels, bien sûr. Tu vois, et forcément, ça donne du corps à ton propos parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir se reconnaître dedans. Mm. Ok, moi aussi j'ai été timide, lui il a réussi socialement à se faire accepter. Et en plus, d'ailleurs, je l'ai vu dans tes questions, tu me posais est-ce que c'est subjectif, est-ce qu'on peut être timide, est-ce qu'on peut être introverti, extraverti vis-à-vis de l'éloquence. Je pense que quelqu'un qui est un petit peu introverti, qui est un petit peu timide, bah justement, ça va être quelqu'un qui sur scène va se découvrir, va se redécouvrir et va se transcender. Hmm. Tout ce que la personne est incapable de dire en face, ou bien justement que les groupes sociaux vont faire taire parce que ma voix elle n'est pas entendue. C'est-à-dire que je suis en train de parler dans un groupe, bah, finalement je suis dans le brouhaha, il y a tout le monde qui parle et voilà, c'est un petit peu tais-toi Théo s'il te plaît, on aimerait discuter entre adultes quoi. Et du coup à partir de là, tu trouves en fait ta manière de parler devant une scène. C'est-à-dire que un moment où tout le monde se tait, c'est toi. Juste toi, avec quelque chose à dire, Hmm. avec un message à porter. Et c'est là où je te dis, est-ce que l'éloquence c'est du théâtre ou pas du théâtre? Ça peut en être. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des concours d'éloquence en faisant du théâtre, en faisant de l'humour, en étant une caricature de quelque chose. Ok, ils gagnent, mais est-ce qu'on les retient? On retient qui t'ont fait rire. Et pour moi, le plus important, c'est de sortir d'un discours et qui t'ait bouleversé ou bien que t'en aies retiré un réel message.
Et je pense que quand on est sincère, quand on parle avec le cœur, et on peut le faire avec n'importe quel sujet, parce que forcément les sujets d'éloquence sont imposés, Ouais. je pense que dans n'importe quel sujet, qu'il soit positif ou négatif, on peut réussir à le retourner d'une manière un peu subtile et intelligente pour en ramener à quelque chose avec lequel on est en accord. Et donc à partir de là, forcément, quand on fait un discours, on a juste à être sincère, à dire ce qu'on pense vraiment, à prendre les gens avec un petit peu d'humour parfois pour mettre de la légèreté sur un propos qui est plus difficile. Mais ça n'enlève pas qu'on doit avoir un propos qui, sur le fond, doit être bien argumenté. Hmm. Et on doit emmener les gens quelque part. Ouais. Et en fait, c'est un voyage qu'on vit tous ensemble. Et on est tous heureux de partager. Et pour moi, quelqu'un qui se transcende sur scène, ça se voit. Hmm. Quelqu'un qui essaye pas d'être autre, de toute façon, ça se voit. Quelqu'un qui est complètement différent quand il est sur scène, quand il est dans la vraie vie. Il y a ce... Je trouve il y a qu'ils ce se ressemblent décalage. beaucoup, les gens, dans les concours d'éloquence. Enfin, on dirait qu'ils sont tous. Tu vois, même toi, au début, tu disais, tu t'es un peu inspiré de Pierre Faury. Mm. Et du coup, par défaut, tu avais un peu pris son style au début. Et j'ai l'impression que tout le monde a le même style dans les concours d'éloquence, qui parlent de la même façon, que les structures sont à peu près les mêmes, que c'est la même cadence. J'ai l'impression de voir les mêmes personnes souvent. Mm. Et du coup, bah, forcément, quand tu as quelqu'un qui sort un petit peu de ce truc, tu le vois direct. Tu le ressens et c'est beaucoup mieux. Et c'est parce qu'en fait, je pense qu'il y en a beaucoup, et c'est là où on parlait aussi, je te fais carrément des grosses transitions, c'est incroyable. C'est le meilleur. De l'inné ou pas inné. Moi, j'ai dit, il y a un peu d'inné dans l'éloquence. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui auront plus ou moins d'aisance à parler. Ouais. Tu vois, la timidité n'a d'ailleurs rien à voir avec ça. Tu as des gens qui peuvent être timides, mais dans leur cercle d'amis, ils n'ont aucun mal à parler. Mm. Tu as aussi forcément dans l'inné, alors je sais pas si du coup on peut appeler ça de l'inné, mais tu as aussi le cadre social. Forcément quelqu'un qui aura eu une culture et qui aura eu des parents qui l'auront fait baigner dans des bouquins et où il aura pu lire et avoir justement le bagage de vocabulaire qui lui permet de mettre des mots justes au bon moment. Mhm. Ça va aussi permettre justement d'avoir une réflexion peut-être qui a parlé à plus de gens parce qu'on va pouvoir utiliser les bons mots. Mais ça a quand même sa limite parce que tu vois, faut pas non plus rentrer, tu fais de l'éloquence, faut pas rentrer dans un pseudo-intellectualisme. Et moi, ce que j'aime pas dans l'éloquence, c'est ce que j'appelle un petit peu la branlette intellectuelle. Oui. C'est-à-dire, que je vois j'utilise des beaucoup. mots compliqués Ouais. qui en réalité sont juste là pour montrer que je suis plus intelligent que vous. Regardez-moi, je suis vraiment le goat de l'éloquence. Alors que non, je sais que moi, je suis absolument pas celui qui a le plus lu. J'ai pas lu d'ailleurs. J'allais te poser la question. Voilà. J'ai pas lu, j'ai jamais lu. À part Actuellement, le code civil, le code pénal. j'ai pas lu non plus. Bon, hein. ok, t'as pas lu. Bon, bah. Même le script, je l'ai pas lu. Ouais, c'est vrai. Les gars, Trami l'a pas lu. ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu as parlé de timidité. La première barrière, quand même, parce que je crois que tu l'as dit dans une de tes vidéos, tu te considères comme un nerd. Ouais. Ok, donc le cliché qu'on a de ces personnes-là, donc c'est des personnes timides, un peu dans leur coin, tu vois, et pourtant il faut quand même avoir le courage de s'élever et de prendre la parole, tu vois. Devant 1500 personnes. à la Devant grande 1500 finale. personnes. Justement, Quand même. je me dis comment tu fais, parce que tu as beaucoup de gens qui ont peur, tu vois, de s'exprimer en public, de prendre la parole, comment on fait, même quand on est timide du coup. Je saurais pas te dire un déclic. Parce que en fait, quand même, mine de rien, depuis que je suis tout petit, quand on lisait les poésies devant les gens, je me suis toujours senti vivant dans ces moments où je suis devant les gens. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu timide, par contre, dans les milieux sociaux. En réalité, je le suis. Même, tu vois, si on pourrait croire que je suis sociable, etc., c'est qu'avec le temps, avec les expériences, forcément, je me suis créé une barrière où je sais un petit peu comment interagir socialement, mais c'était absolument pas inné chez moi. Ouais. À la base, je suis vraiment un complet débile social. Je suis en mode, les gars, le pion au E4, on le met plutôt au E4 ou D4, tu vois. Et du coup, forcément, à la base, j'avais peut-être pas de prédisposition au niveau social. Et comment oser prendre la parole? En fait, je dirais juste l'empreinte qu'on a envie de laisser dans ce monde, en fait. Il y a forcément des choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est bien de les garder pour soi. Mais je pense que c'est encore mieux de les partager. Et qu'on a forcément des causes. Je ne sais pas lesquelles sont les vôtres, mais je pense que toute personne qui écoutera ce podcast sera capable de dire « Ok, moi, il y a ça qui me tient à cœur. » Et justement, en fait, de faire le travail où on va chercher des mots pour justement définir ce qu'on est, si ça peut être quelque chose de personnel, ce qu'on a envie de défendre. Parce que derrière chaque cause, en fait, le fait est que c'est hyper difficile, mais on a beau avoir quelque chose qui est hyper logique, hyper carré et hyper vrai de manière rationnelle, bah, faut le faire écouter à des gens. Et pour ça, la parole, c'est le seul moyen de captiver quelqu'un, de faire en sorte, si on n'est pas écouté, en fait, on a beau avoir
justement la plus belle structure argumentative, bah, ça tombe à l'eau. Ouais. Du coup, pourquoi, enfin, là, je réponds plutôt à pourquoi prendre la parole de comment oser. Comment oser, je pense que c'est propre à chacun. Mhm. Je pense que ça peut être par un trop-plein d'être dans le silence. Je réponds encore à un pourquoi de comment on pourrait oser. C'est vrai que c'est une bonne question. À chaque fois, on me la pose et à chaque fois, je suis un petit peu. Toi, ça t'est venu naturellement de te dire j'en ai marre, il faut que je parle, j'en ai marre, j'ai des choses à dire à l'intérieur qui doivent sortir. Bah, moi, c'est comme je te l'ai dit, bah, ça vient de cette haine que Ouais. j'ai toujours eue en moi. Parce que comme je le disais sur une autre interview, en fait, bah, forcément, j'étais né avec un handicap. Et du coup, j'avais forcément cette haine envers les gens et envers bah, la population qui ne m'acceptait pas comme j'étais. Ouais. Du coup, j'avais une haine envers l'humanité qui derrière, en fait, s'est retournée en haine envers moi-même parce que je me détestais en tant qu'enfant et puis je me suis aussi détesté en tant qu'adulte. Et donc forcément, j'ai toujours eu cette envie cette colère en moi de la faire jaillir quelque part Mm. et de la faire jaillir sur scène ou en tout cas de la faire jaillir. Ça a été aussi par l'humour, hein, en réalité, on va pas se mentir. L'humour, c'est aussi quelque chose qui permet socialement d'avoir des connexions. Ouais. Mhm. Voilà, donc j'étais obligé de me créer, puisque je me détestais physiquement, de me créer un caractère, de me créer une manière de vivre et d'exister. Donc moi, je pense que l'éloquence, entre guillemets, même si c'est il y a très peu de temps que j'ai commencé les concours, mais il y a cette envie de prendre la parole, et même en fait, ce fait de prendre la parole, même si c'était pas dans le cadre de concours d'éloquence, je l'ai toujours fait. J'ai toujours parlé de ma maladie un petit peu à corps ouvert, à part, encore une fois, la période de collège, lycée, C'est compliqué à cet âge-là. Ouais. parce que voilà, on a envie de rentrer dans un moule. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc un petit peu de, ok, dans la vie, faut être capable de. Je peux pas me taire devant certaines choses que je vois. Euh, je peux pas rester insensible. T'étais un rebelle du coup un peu ou pas Je suis insupportable. Je suis vraiment Ah ouais. le rebelle par excellence. J'aime pas l'autorité, qu'elle soit parentale. Je suis. Dire s'il y a mes parents qui m'écoutent, franchement, bravo à eux. Hein, parce que Ouais. encore aujourd'hui, hein, c'est très difficile de me canaliser, de me donner un cadre, voilà, parce que je pars un petit peu dans tous les sens, Ouais. même si je sais que le cadre c'est bien. Voilà, tu vois, et donc. Et du coup, l'éloquence, ça te cadre aussi, toi? Ou c'est pas forcément ça que tu recherches, c'est plus le côté exutoire, l'adrénaline, le fait aussi de pouvoir, bah, justement, comment dire, évacuer un peu la haine dont tu parles et tout. Ouais, bah moi je le vois exactement comme un exutoire, comme l'a été d'ailleurs les vidéos. Ouais, Ça fait partie de mes deux exutoires. D'ailleurs, dans les vidéos, on pourra en parler après, mais je pense qu'il y a une sorte d'éloquence parce que quand même être capable de capter l'attention en l'espace Ouais. de quelques Oui. secondes. clairement. Voilà, ça c'est un autre débat, mais On va en parler euh, ça. voilà, et tout ça pour dire, je sais plus c'était quoi la question du coup. Est-ce que Euh, moi, j'en ai une si tu veux? Ou si Oui, t'as- je disais, est-ce que ça te cadre aussi, du coup, l'éloquence, parce que tu as Ah. plus les concours, mais même les vidéos, en vrai, les vidéos, tu fais de la création de contenu, tu es obligé d'avoir un certain Ouais. rythme, tu es obligé d'avoir une structure pour tes vidéos, et l'éloquence, tu es obligé de préparer tes textes, d'avoir une structure, donc ça t'apporte un cadre que pourtant tu rejettes habituellement. En fait, ça m'apporte un cadre sans m'en apporter parce que quand même, dans l'éloquence, il y a beaucoup de gens qui ont des règles. Ouais, On leur apprend des choses en éloquence. Faut faire Mm. comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'avoue que j'ai plutôt le truc instinctif de comment j'ai envie de le dire. Hmm. Et je suis pas là en train de me dire, ok, là, il faut que je mette une pause. Ok, là, il faut que je reprenne. Il faut que je compte 3 secondes dans ma tête. Il faut que je parle plus vite. Il faut que je décélère. Là, j'ai pas. Genre, ça vient naturellement. Alors, Ok. ça a ses limites, hein. C'est Ouais. aussi bien de connaître les choses théoriques, savoir l'éthos, le pathos, le logos. Logos, ça va être la structure argumentative. Le pathos, c'est aller chercher quelqu'un dans l'aspect émotionnel, du coup, quelque chose d'un peu irrationnel. Et l'éthos, ça va être ta présence, ton charisme, ton attitude. Parce que, Mhm. bon, le charisme, ça se travaille aussi, je pense. Ouais. D'ailleurs, je pense pas que le charisme existe. Enfin, il doit exister une forme de charisme de l'ordre des lignées, mais je pense aussi qu'on peut le forcer parce Ouais. qu'il y a des positions qui vont te donner comme charismatique. Ouais, c'est ça. Forcément, tu Et vois. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure sur c'est dit déjà. la subjectivité de l'éloquence. Parce que pour moi, il y a des choses objectives sur lesquelles potentiellement tu peux travailler ou que des bases, comme tu l'as dit, qui peuvent augmenter ton éloquence factuellement. Oui ou non? Ouais, mais en fait, moi, quand tu me posais la question de la subjectivité, Mhm. en fait, je le voyais plutôt dans la subjectivité, dans la manière dont les gens reçoivent un discours. Chaque personne ok. va recevoir un discours de manière différente et un discours qui pour toi va être excellent. Je sais pas parce qu'il a plein d'humour. Toi, tu préfères pleurer devant un discours, tu seras peut-être moins enclin à apprécier ce genre de Et discours. ouais, je comprends qu'il y ait. Comment dire ça? J'ai l'impression, en tout cas, tu vas me dire si je me trompe, Ouais. que
un discours qu'une majorité va considérer comme éloquent, un discours dans l'acception générale est éloquent, bah, il y aura une majorité de personnes qui vont le trouver éloquent, tu vois. Et il y aura peut-être des exceptions, donc des gens qui ne vont pas apprécier le style, ou bien que ça ne va pas toucher, ou que ça ne va pas faire comme de l'art, tu vois. Mais en général, de manière globale, on peut dire que c'est éloquent. Bah, ça dépend de la définition. Ouais, en fait, ça dépend de ce que tu dis, être éloquent. C'est ça, Bah c'est ouais, parfait. Transition C'est la parfaite, question parfaite. let's Bah go. Parce que justement, on parle depuis tout à l'heure d'éloquence. Comment toi, tu définis l'éloquence? Je pense que du coup, tu connais peut-être mieux un peu que nous la définition. Et derrière, nous, on pourra te dire aussi ce qu'on a en tête comme définition nous-mêmes de l'éloquence, parce que je pense qu'on en a une qui est potentiellement pas la bonne ou une différente. Je pense que être éloquent, si on le prend d'une manière un petit peu objective, ce serait réussir à capter l'attention. Ok. Que ça soit de manière positive ou négative. Là, il y a des gens, ça m'énerve, leur discours, je le trouve insupportable, mais je suis obligé de les écouter. Ouais. Parce qu'ils ont ce truc où je les écoute. Même si je trouve ça factuellement mauvais, ou tiens, personnellement mauvais, ils ont un truc où ils arrivent tellement à jouer avec le ton de voix, etc., que en fait, tu restes captivé, ou même le moment où tu t'endors, ils arrivent à te faire revenir dans le discours parce que, hop, ils ont mis un silence, et tu dis, c'est fini? Et en fait, ils continuent. Ouais. Donc, je dirais que c'est être capable de captiver. Mais par la déjà parole, du coup. Excuse-moi de te couper. Comment? Par la parole, du coup. Ouais, être capable Ok. de captiver par la parole. Mais je dirais surtout, en tout cas, moi, ce que j'ai envie qu'elle soit, l'éloquence, c'est que ça soit, qu'elle soit simplement portrice d'un message sincère. Ok. C'est-à-dire que ça doit être un moyen de faire porter un message et pas un masque de théâtre où on a envie de faire le pitre ou du pseudo stand-up intellectuel pour les gens qui habitent dans Paris 16 par exemple. Tu vois. C'est vraiment très précis là. C'est très précis. Comme exemple, mais- c'est vraiment mais c'est aussi très super précis. Parce que t'as vraiment. En fait, Ouais. des fois, je regarde des concours d'éloquence. T'as de l'humour qui est fait dans les concours d'éloquence. Mhm. C'est un humour qui ne passerait jamais en stand-up. Hmm. En fait, c'est un pseudo-humour intellectuel où en Ouais, fait ouais, les ouais. gens sont contents d'avoir compris la blague. Ouais. Tu vois, ils sont contents de ah, j'ai compris le jeu de mots, c'est Ouais. incroyable, mais qu'est-ce qu'il est intelligent. Ouais. Alors qu'en fait, c'est. Moi, personnellement, je le trouve pas si drôle. Ouais, Ouais, je vois. vois ce que tu veux dire. Donc, t'as un peu ce truc de. Les gens sont contents d'avoir compris. Et du coup, l'humour d'éloquence, c'est un humour assez particulier. Un qui, retardement d'ailleurs, souvent. Oui, les petites 2 secondes de latence où Ouais. le mec s'arrête. La blague, Euh, il s'arrête. Là, t'as le premier rire et les autres, ils rigolent Les derrière. gens se mettent putain, je l'ai. Et pourtant, c'est pareil un peu dans le rap. Alors, tu sais, des fois, il y a des punchlines que tu vas comprendre quelques temps après. Je sais pas si t'es un amateur de rap. Je suis pas du tout un amateur de rap. Je suis de la musique en général. Je suis un peu un gars, j'écoute tout. Ouais. Je suis pas un amateur de rap, mais je peux écouter du rap, tu vois. Ok. Mais Ouais, t'es je pas m'en celui fiche un qui petit va peu. se focus sur les textes. Si, je suis un peu un Si, bon quand de même. texte quand même. Ok. Ok. Mais je connais pas suffisamment le rap pour. J'ai eu ma phase PNL à l'époque. Ok. En mode. Ouais, moi Lui aussi, je l'appelais que la PNL à famille. l'époque. Ouais. J'ai fait 3 concerts. Ah ouais groupie, ouais. Tu trouves pas qu'il mec, ressemble je suis élève ou à quoi des mots Ah, j'ai cru le plus grand mot de l'histoire. non. Putain, mais c'est J'avais fou, les ça. cheveux attachés et tout avant, les cheveux longs. T'es qui comme rappeur? Dans le groupe ou de Non, manière en générale général, autre rappeur. À l'époque, bah, du coup, il y avait PNL, il y avait la MMZ. Ouais, de fou. Et après, il y avait déjà Nino. Putain. Et juste avant ça, j'avais une période Nekfeu, 1995, tout ça. Ok. Je crois que c'était au lycée, ça. Ok. Et sinon, j'étais à fond PNL. Hein. Il y a un moment, j'écoutais que ça. Les 3 albums, pendant 3 ans, je les écoutais en boucle. Ouais. Que ça. Moi, Damso. Damso? Moi, c'est venu plus tard. Ok, ouais. Ouais. Damso, j'avais écouté. Je connaissais pas, mais j'avais écouté le truc infini, je sais pas quoi là. Un diamant, 2 diamants, c'est ça? Je l'ai même pas celui-là. C'est lequel? C'est un ancien, ça? Ouais, C'est un nouveau, je crois. Non? C'est un. Il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps que ça, Ok. mais. Je crois que je l'ai pas celui-là. Non. Parce que Damso, pourtant- musical que vous avez pas. Ouais. Pourtant, Damso, c'est très. Enfin, c'est textuel, tu vois. Il va chercher et tout. C'est un truc, peut-être, tu pourrais aimer. C'est un peu plus poésie, presque. Ouais, je pense Il y a un que tu côté pourras apprécier. philosophique Il y a et vraiment tout. des messages derrière. En plus, il y a un truc dans le rap, quand même, dans la musicalité, parce que typiquement dans l'éloquence, nous, on a. Quand on écrit en vers, Mhm. il y a une forme de musicalité qui se crée. Et c'est vrai que c'est intéressant, des fois, d'avoir les parallèles entre les gens qui font du slam, du rap, de la Ouais, c'est poésie. pour ça. Parce qu'il y a quand même une forme de musicalité, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, quand j'étais un petit peu dans le style Pierre Faury, j'avais du mal à m'en défaire. Parce que, quand même, dans la rime, tu as une musicalité naturelle qui se crée, Ouais. dont il est difficile de se défaire dans un texte, qui est la raison pour laquelle maintenant, des fois, j'écris beaucoup en rime quand même,
mais j'aime bien avoir beaucoup de prose aussi dans mon texte pour pouvoir casser mieux. Parce que j'ai du mal à casser un discours sur de la rime. C'est beaucoup plus difficile parce que tu t'es habitué. T'as trop envie que ta rime, elle soit là, hop, ça soit le moment un petit peu d'éclat Climax de truc. du truc. Je vais faire l'inculte. C'est quoi une prose? La prose, c'est en gros le vers, c'est quand tu vas écrire avec des rimes. Ok. Prose, c'est simplement que tu écris sans rime. Ok, c'est un vers mais où il n'y a pas de rime derrière. Voilà, Ok, en gros, ok, c'est un ok. texte normal, comme tu écrirais, je sais pas moi, une dissertation, typiquement, Ouais. on pourrait dire que c'est de la prose, si Ok. je me trompe pas. Après, ça se trouve, les gars, j'ai un niveau. Tiens, pour moi, prose, c'est tout ce qui n'est pas du vers. Du Ok, coup. ok, Tout ce qui ne ok, sont pas ça des marche. vers, tout ce qui s'apparente pas à la poésie. Ok. Mais c'est de la poésie en prose, en vrai. Bah, du coup, tout ce qui n'est pas en vers. du Ok, coup, si ça marche. je- Euh, Non, j'allais dire du coup revenir sur toi, ta perception que tu avais de l'éloquence, si ça colle avec ce que lui a dit, la définition que tu en avais, ou si elle était différente. Pour moi, l'éloquence, c'est l'art de bien s'exprimer. Tu as parlé de capter l'attention du coup par la parole. Mm. Je pense que nécessairement, c'est sur un... Pas juste capter l'attention à court terme, mais sur une certaine période quand même, Mm. un certain temps. Euh, je me pose la question, est-ce que... Comment dire ça? En gros, l'éloquence, dans ta définition, tu t'as dit que tu aimerais en tout cas que ce soit perçu comme quelque chose qui est, où tu vas passer un message. Et Mm. tu as dit aussi que l'éloquence, c'était intéressant et c'était important dans la vie de tous les jours. Mm. Et donc, je me pose la question parce que dans tous les jours, on peut avoir besoin de bien s'exprimer. Donc, par exemple, un entretien avec quelqu'un qu'on apprécie bien, pour se faire des amis, etc. Mais pas nécessairement pour faire passer un message profond qui nous tient à cœur, ou etc. Juste pour bien s'exprimer parce qu'on sait justement que ça va attirer l'attention, ça va... Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est dans le train-train quotidien. Forcément, on passe pas des messages tout le temps. On n'est pas là. C'est vrai que je l'ai plus pris dans un cadre de concours, Ouais. comme Ouais, c'est ça. comme tu me l'as dit. Mais c'est vrai que si je le prends plus dans un cadre plus global, comme tu me le dis, je pense que l'éloquence, c'est aussi un lien social. Parce que forcément, par la parole et par le langage, on va pouvoir créer des liens. Et donc, ça va permettre de sociabiliser. En fait, si tu vas passer le message en fait, de ce que tu as envie de dire, en Ouais. fait, si tu es éloquent, et en fait aussi que tu as les mots justes, Mhm. en fait, des fois, tu sais, ça ce truc où tu peux dire putain, j'aimerais dire quelque chose, je sais pas comment le Ouais. dire. Ouais, bah, ça m'arrive Tu tout le temps, ça. Et t'es frustré. Ici. Ouais. Et en fait, l'éloquence, c'est faire passer un message du coup, dans la vie personnelle, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et je sais bien le dire comme j'ai envie de le dire. Et de sorte que ça soit compréhensible par tous. Mm. Et c'est ça qui est bien, ça fait société, ça permet de faire des liens. Là, je sais pas si j'étais intelligible dans ce que je vous ai dit, mais Non, si. Si. tu vois, j'ai essayé d'utiliser des mots plus ou moins simples, tu vois, sans faire d'intellectualisme et tout. Et pourtant, je pense qu'on peut avoir des propos plus ou moins complexes. En tout cas, des fois, bon là, on n'est pas non plus en train de parler d'Emmanuel Kant, mais voilà, on est en train, tu vois, Ouais. de pousser une réflexion avec des mots simples. Après, moi, je fais croire que c'est parce que, voilà, c'est une envie délibérée, alors que j'ai simplement pas le vocabulaire pour avoir, pour avoir quelque chose de plus compliqué. On peut gagner des Ça concours se tient d'éloquence proposé. sans vocabulaire. Voilà. 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 Bah, pas encore, mais. Ah, bientôt. waouh. Enfin, Pour bientôt. revenir à mon concours. Oui. Inventé, est-ce que c'est vraiment pensé à côté? Non, ok. Moi. C'est trash talk là. Non, mais il a dit gagner, Non, il a mis les vêtements pour le que faire. la famille, on n'est plus la même famille, je te le dis. Non, mais cette année, c'est ton année, du coup. Non, parce que. Non, putain, ah merde. ouais, en Non, fait, mais eux, ils ont révisé, ils ont préparé, toi, t'étais en impro. Voilà. Donc c'est comme si t'avais Déjà. gagné. Non, c'est quand même. Non Je plus. devais le faire le concours. Ouais. Je devais le refaire. L'année dernière, j'ai dit à tout le monde après le repas, on a un repas d'après truc. J'ai dit oui, l'année prochaine, je reviens, je gagne. Et en fait, là, j'avais les sélections. Je Ouais. m'étais inscrit. Et je sais pas, il y avait ce truc de je sais plus écrire. Ah merde. J'ai pas envie de quelque chose de mauvais. J'ai pas envie de revenir en plus parce que moi j'ai du coup la pression de t'arriver deuxième. La seule chose qui Ouais. peut te faire mieux c'est être premier. Ouais. Il y a une attente déjà de 1 et de 2 j'avais plus d'envie. En fait l'éloquence maintenant c'est au quotidien que j'utilise. C'est dans des interviews, c'est sur internet et le truc de concours en fait j'ai pas besoin de cette validation d'un concours pour me dire ok tu sais parler et tu vois même je suis pas un expert de la parole en public
Juste, j'utilise la manière de la parole en public pour essayer de faire passer des messages. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs beaucoup de mal avec des fois le terme, tu vois, expert de parole en public, parce que Ouais. personne n'est expert de parole en public. Dans ce cas-là, même les acteurs sont des experts de la parole en public. Les humoristes, on n'en parle pas assez, mais les humoristes, les gars, c'est quand même quelque chose d'être devant une scène, de faire un stand-up, de maîtriser tes silences, de savoir au moment où ça doit rire, et justement d'enchaîner pour d'ailleurs pas laisser trop de silence si tu sais que ta blague t'en Ouais. es pas sûr. On peut voir l'éloquence partout, il y en a plein des experts d'éloquence. Que ce soit dans l'acting, dans l'humour aussi, quoi. Ouais, Ouais. bah, le côté expert, c'était pour le côté autorité. Voilà, du j'aime bien, truc, j'aime bien. Tu connais. Mais c'est pour ça aussi qu'on a voulu te recevoir. C'était pour montrer que l'éloquence, c'est pas juste dans les concours d'éloquence, et que c'est justement une compétence qu'il y a partout, tout le temps, dans la vie de tous les jours, et que ça, c'est hyper important. Tu vois. Et c'est pour ça que toi, qui as su te démarquer par cette compétence-là aussi dans ta vie, c'est pour ça qu'on a voulu te recevoir. Tu vois. Ouais. Ah, j'aime bien quand tu Ah. parles comme ça. Non, il a raison sur plusieurs points, mais il y en a un qui fait écho. Pour moi, c'est le côté l'éloquence dans la vie de tous les jours, elle est négligée. En fait, il y en a trop qui pensent que juste ils ont le vocabulaire, donc ça suffit. Ils n'ont pas la manière. Et je sais pas si tu as fait des stages ou si tu as déjà bossé dans une entreprise. Moi, j'ai travaillé dans le conseil un petit peu, et il y a souvent des présentations. Tu vois, ils ont la présentation, ils doivent présenter le truc. Il n'y a rien de plus chiant à mourir qu'une présentation. Alors que ça pourrait être intéressant, les gens pourraient avoir la manière de bien présenter leur présentation, etc. Et il y en a qui savent le faire et qui arrivent à pas t'endormir. Mais la plupart, c'est ennuyeux au possible. Et du coup, bah, par ça, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils n'arrivent pas à véhiculer leur idée et leur message. Justement, on en revient au point de message. Et du coup, c'est ça aussi l'idée, c'est que vraiment, dans la vie de tous les jours, en fait, c'est hyper important. Après, la question qu'on se pose, c'est maintenant comment est-ce qu'on progresse aussi en Ouais, éloquence. c'est quoi les bases, à peu près, si tu en as en tête, de savoir bien s'exprimer, de bien parler, de prendre la parole? Bah, les bases, ça va être les variations de ton, les cassages, les ruptures. On va dire que c'est ça, les grandes bases de créer de l'attente. Tu vois, là, typiquement, quand je suis en train de vous parler, moi, je réfléchis pas à l'éloquence comme je la pense quand je suis sur un discours. Ouais. Là, je suis juste naturel et tout, mais ça, forcément, en fait, aussi, à force de faire des concours, je sais bien m'exprimer. Et puis même, j'ai un débit de parole assez rapide. Donc aujourd'hui, avec l'ère du numérique où les gens ont une capacité de concentration de 2 secondes, quand t'as un mec comme moi qui débite à une vitesse incroyable, forcément. C'est le premier mec de ma vie, la Ouais. première personne que j'ai pas pu mettre en x2 sur WhatsApp. T'es la première personne. Ouais, non, mais... J'ai mis x2, j'ai fait oh, c'est x4 Et là. pourtant, en plus, si j'écoutais les discours d'éloquence, enfin les tips qu'on me donne, on me dirait, ok, change-toi et essaye de parler moins vite. Et donc ça, forcément, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler. Mais le galop, le naturel revient au galop plutôt quand je suis en interview. Ouais. Tu vois, là, je pourrais de nouveau prendre le temps, marquer des pauses, comme ça, vous attendez à ce que je dise quelque chose, alors que, en vérité, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire? Pas forcément. Tu vois, et donc plus moduler, aller plus fort, aller moins fort. Mais tout ça pour dire comment est-ce qu'on progresse en éloquence. Moi, je pense que c'est, moi, comment j'ai progressé, c'est vraiment par la pratique. Et je le dirai jamais assez, c'est bien de lire beaucoup de livres d'éloquence, etc. Mais tu peux avoir toute la théorie du monde, si Oui. tu pratiques pas tout le temps, Ouais. ça va pas être... tu vois, moi, c'est par les vidéos, c'est par les lives. Les lives, ça aide beaucoup, en vrai. Ah ouais. Live Twitch, t'es devant des gens, tu dois les divertir. Les divertir, on dirait divertir la populace, mais... Non, mais il faut animer, quoi. Ouais. en gros. Ouais, non, Faut c'est animer sûr, quelque ça va chose. pas être facile. Ouais. Hein. Et donc, forcément, ça aide, tous ces discours aussi que j'ai pu faire, les conversations qu'on a aussi. Tu vois, dans un débat, des fois, tu peux être limité, tu te dis, ouais, j'aimerais bien dire quelque chose, j'arrive pas à le dire. Du coup, hop, le soir, tu rentres, tu te dis, ok, pourquoi, tu sais, tu te refais le film dans la tête de qu'est-ce que tu aurais pu dire, ça nous est tous arrivé. Hein. Ouais. Ouais. Tu t'embrouilles avec Ouais, quelqu'un, vraiment. putain, merde. J'aurais dû dire ça. J'y ai La pas pensé sur le punchline, à ce coup. moment-là, Ouais. je l'avais, quoi. Tu vois, vous allez peut-être regarder cette interview, vous allez vous dire, putain, à ce moment-là, j'aurais pu le vanner, ça aurait été drôle. Et en fait, non, t'as oublié, quoi. On vanne pas nos invités. Tout à l'heure, t'as pris une petite liberté. Ah oui, oui, non, mais. Non, mais fais plus jamais ça. Ok. Et tu vois, c'est toute cette scission entre la préparation, parce que je pense que, tu vois, peut-être que si tu avais été plus préparé, tu aurais pu dire, avoir l'expression de ce que tu voulais dire plus simplement, plus facilement. Mais sinon, et cette autre part qui est cette authenticité, cette sincérité que tu as sur le coup dont tu parlais. Tu vois, là, typiquement, j'ai eu du mal à m'exprimer ce que je voulais dire. Après, une improvisation,
elle est préparée par toute la réflexion qu'on a en amont, par toutes nos connaissances qu'on a pu acquérir au fil des années. D'accord. Une improvisation en soi, c'est le fruit de tout le travail d'une vie. Parce qu'un bon improvisateur, c'est quand même quelqu'un qui est cultivé, qui a beaucoup de connaissances. Ouais. Moi, j'estime pas être un bon improvisateur, mais les mecs qui sont très très bons en impro, c'est des mecs tu vois, qui sont capables de te faire des conférences sur tout et n'importe quoi parce qu'ils ont tellement accumulé de bagages et ça fait des connexions un peu partout, qui sont capables de bien structurer quelque chose Ça facilement, m'a on va dire. marre. Je pense. Mais ça te parle l'état de flow Ouais, de Mihai, King Sang Mihai? c'est. Ça te parle? On en avait Oui, déjà oui, parlé. non, oui. je connais, mais pas C'est pas la- le blast que t'as sorti. C'est Je vais le sortir nom. une rêve, c'est un peu la zone dans Kuroko no Basket. Exactement. Mais j'ai- C'est le je l'ai plus. pas. Je sais pas. On C'est est- quand on tu est plus atteins ensemble. un état de transcendance et de bonheur particulier dans une activité, Ouais. en gros. Mais pour ça, c'est toujours précédé de la maîtrise, un minimum du sujet et de la compétence en elle-même. Et je pense que l'improvisation, quand tu improvises, tu l'as dit toi-même, tu as l'impression que tu rentres dans un certain état. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui forcément est adossé à la maîtrise Mm. de la compétence en elle-même. Et du coup, si on décompose un peu la prise de parole, parce que du coup, l'éloquence, c'est réussir à captiver par la parole. Mm. Je vais dire ce que j'ai en tête à peu près sur la décomposition, tu me complètes si j'en Vas-y. oublie. Mais du coup, je vois d'un côté, il y a tout le non-verbal. Les gestes que tu vas Ouais, je me faire. remets comme ça du coup. Mec, au moment de non-verbal, je me suis lâché sur ma chaise. Ouais, et j'étais en mode j'en ai rien à le foutre, en fait. timing. Donc, il y a le non-verbal. Comment tu vas. Enfin, quelle posture tu vas avoir, les gestes que tu vas faire. Il y a l'élocution, donc c'est la façon dont les mots sortent de ta bouche, la façon dont tu articules, peut-être le rythme, le ton, ça en fait partie, j'imagine. Mm. Et après, il y a tout le côté fond et structure de ton discours. Mm. Est-ce que j'oublie des éléments ou c'est ça les trois grands éléments qui composent Moi, ça me paraît assez juste. Bah, t'as le verbal, le non-verbal. Ouais, Et après, en fait, t'as les phases du discours aussi qui sont importantes. ok. On va pas se mentir que sur un discours de 10 minutes, par exemple, le plus important, ça va être l'introduction, la conclusion. Ok. Le corps de ton discours, il n'y a jamais personne qui va s'en rappeler, c'est triste à dire, mais Ouais. généralement, c'est vrai. En tout cas, à part si vraiment tu fais une masterclass, mais Mhm. il faut capter les gens dès le début. Mhm. Il faut qu'ils rentrent dans ton discours. Ouais. Il faut avoir des moments où tu vas casser le discours pour justement que les gens qui t'ont pas écouté dès le début ou bien qui sont sortis du truc parce que en fait un auditoire c'est multiple, hein. Il y en a un, il a pu ne pas avoir dormi la veille, l'autre je sais pas, il est juste pas intéressé par le sujet, il y en a quelqu'un d'autre, tout simplement ta manière de parler lui correspond pas. Donc forcément ces gens-là, tu essayes de les récupérer avec des moments de cassage. Ça peut être un cassage par l'humour, ça peut être un cassage par un gros silence. T'as T'aurais un plusieurs exemple manières. De quoi Excuse-moi, tu aurais un exemple de cassage que tu as opéré où tu sentais que tu perdais un peu et tu as. c'est pas que tu sens, en fait tu le sens pas parce que généralement ton discours est déjà préparé. Ok. Tu vois, moi pour les concours que j'ai fait, alors, sur l'improvisation, tu le sens vis-à-vis de la salle. Enfin, c'est même pas que tu le sens, mais c'est que tu sais que vas-y, au bout d'un moment, Ça devient long. même toi tu le sens, ça devient long. Ouais. Viens, on fait un petit peu d'humour et on essaye de casser la chose. D'ailleurs, vous le remarquerez, mais après, moi je le fais toujours fait un peu naturellement. Lier le sérieux avec je te fais une blague et hop, on rigole et après on repasse sur quelque chose de sérieux. Donc, ça, je pense que c'est des cassures qui sont intéressantes. Et après, forcément, tu as la conclusion. Ça, c'est. Je juge beaucoup de concours d'éloquence. Et en fait, je pense que le gros problème, parce que ça, c'est un truc qu'on dit des fois aux gens dans les discours, on leur dit écrivez la conclusion et l'introduction en premier. Et je pense personnellement, parce que peut-être que je le fais jamais, mais que c'est la pire idée du siècle et que c'est la raison pour laquelle on a souvent des conclusions qui ressemblent à rien. Mhm. Parce que tu écris une introduction, derrière tu fais le corps de ton sujet, tu as ta conclusion qui est déjà écrite et après tu vas essayer de lier ton corps de sujet avec ta conclusion. Or que non, tu écris ton introduction, tu t'écris le corps de ton texte et du corps de ton texte va naître une conclusion. Car moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, forcément, elle est liée à quelque chose de naturel parce que c'est au moment où tu l'as écrit. Moi, j'ai très rarement de structure. Généralement, je pense le sujet un petit peu tout le temps. J'écris des trucs dans mes notes qu'en réalité, je vais jamais utiliser. Mais au moins, ça m'a permis Ouais. de me faire une idée globale de réflexion sur le sujet. Mhm. Et une fois que j'ai cette idée de réflexion qui est posée et qui est claire dans ma tête, je me mets à écrire. Alors, l'introduction, généralement, c'est quand même le plus dur, on va pas se mentir. Faut trouver un angle. Ça peut être par de l'humour. Moi, j'aime bien souvent partir de quelque chose de large
pour faire un petit peu en entonnoir, comme une Ok. introduction en droit, par exemple. Ouais. J'aime bien souvent parler de l'enfance, faire un lien. Voilà, j'ai fait dans 2 discours en mode arrête avec les enfants. Au bout d'un moment, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je fais tout le temps des introductions un peu larges parce que j'estime que de l'enfance naît un petit peu tout. Mhm. Et que celui qu'on était petit, il nous reste toujours un petit peu, Ouais. que ce soit par les traumatismes ou par plein d'autres biais. Mais du coup, ouais, une bonne introduction, c'est une introduction qui va réussir à captiver le public. Et une bonne conclusion, c'est une conclusion qui te marque, où tu te dis, ok, et on sent que c'est une conclusion. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont pas baisser la voix au moment de la conclusion. Ouais. Tu dois avoir un peu un truc où tu sens, ok, ça va être la fin. Je commence à parler de plus en plus lentement et j'arrête ma phrase. Voilà, tu comprends que c'est fini. Il y a un truc de, ok, alors c'est pas une bonne conclusion là, hein, mais Ouais. c'est Non, juste mais le truc de tu comprends que c'est fini. Donc déjà, si de un, tu comprends pas que c'est fini, ça la fout mal. Et de deux, si t'as pas une conclusion qui claque, c'est quand même la dernière impression que tu donnes à quelqu'un. Ouais. Ceux qui arrivent pas, alors c'est pas dans les concours d'éloquence, mais souvent on le voit dans les pitchs de startups ou même dans les présentations, ceux qui arrivent pas à finir leur discours, ils s'en rendent compte, ils font voilà. Pire idée, Ça ça. m'arrive aussi. Ouais. Et ça cache tout. Merci, faut arrêter ça. Ouais, merci. Vous avez des questions? Ah putain, ouais, non. Moi, je le fais tout le temps dans le podcast. Des fois, je finis et je fais ouais. Ouais, c'est vrai que tu fais souvent ouais ou voilà. Ouais. Mais c'est parce que t'as peur. En fait, pour moi, ça, c'est aussi symptomatique d'un mini manque de confiance. C'est que t'es pas sûr de ta conclusion. Mhm. Et du coup, Oui. tu exprimes explicitement au public que t'as terminé. Ouais. Alors oui, au moins, il comprend que c'est terminé, il va t'applaudir. Mhm. Mais du coup, tu perds. En fait, tu peux avoir le plus de charisme, le plus grand charisme possible durant tes 10 minutes de discours. À la fin, tu dis voilà, Ouais, ça gâche Et tout. tu perds l'impact. Ouais. tu perds tout. Et est-ce que, du coup, tu parlais d'introduction, il faut réussir à captiver la personne, à la hooker. Est-ce que tu as des tips pour ça? Est-ce que toi, il y a des Moi, je trouve que t'es émotions? le roi du hook, toi. Ouais, c'est vrai. Sur les Genre, réseaux. sur TikTok, en vrai, ce qui a fait, je pense, une de tes grandes réussites, au-delà de tes concepts de vidéo, c'est aussi... Enfin, t'arrives, tu nous gueules dessus, quoi. Donc, en vrai, ça marche super bien. Mais est-ce qu'il y a des émotions, des éléments particuliers que tu vas chercher, que ce soit sur les vidéos ou dans un concours, dans un discours, peu importe? Sur les vidéos format court, on va pas se mentir que les gens ont tendance à vite swiper. Mhm. Et puisque moi, dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à pas mal crier et à pas mal parler vite, bah forcément, en réalité, le format court, c'était un peu adapté à moi. Mhm. On va pas genre, c'était quand même le truc où bah, j'étais vite, du coup, t'as pas le temps de scroller, le mec, Ouais. il te gueule tellement dessus. Et même à un moment donné, je m'étais perdu dans ça, où j'étais un peu en mode, ok, je parle trop vite et je me force à parler trop vite ou à parler trop fort. Et du coup, je m'étais un peu éloigné de ça des fois dans certaines vidéos. Donc, pour ça, je dirais un bon hook, c'est juste un hook où tu te dis, ok, genre, en fait, il faut se mettre à la place du spectateur. Qu'est-ce qui me ferait m'arrêter? Qu'est-ce qui te ferait t'arrêter sur cette vidéo à ce moment-là? Parce que des fois, tu sais, as plein de vidéos où tu es en mode assez cool entre potes, sauf que les gens vont pas forcément comprendre le délire. Hmm. Ou bien des fois, des fois, c'est complètement le contraire, hein. Typiquement sur TikTok, il y a tout qui peut marcher. Ouais. Et justement, c'est ça aussi la beauté d'Internet, hein, c'est qu'il faut pas. Justement, moi, je suis pas dans le truc de calcul. Tu vois, tu me dis hook. Ok. En fait, j'essaye de donner une phrase où ça va marquer, mais pas nécessairement. Des fois, je recherche pas, je me dis, ok, je garde l'authenticité d'Internet. Là où tu as une ère où tout est surproduit, Hmm. déjà de un, j'ai pas l'argent pour avoir des monteurs. Ouais. Et de deux, voilà, je trouve que c'est bien de se rappeler que l'esprit d'Internet, parce que vous devez être à peu près une génération un tout petit peu au-dessus de moi, un peu plus âgée. Donc, tiens, moi, j'ai vraiment baigné dans Internet. J'ai été sur Twitch depuis que j'ai 13 ans. J'étais sur Twitch en 2016, Ok. à l'époque où c'était vraiment niche Twitch, tu vois. Ouais. Je traînais sur Twitch, je regardais des lives et tout. Et donc, j'ai vraiment baigné dans cet esprit-là. Et c'est de l'authenticité, Internet. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ça commence parfois à devenir comme de la télé. Alors, c'est bien de produire. Et c'est bien d'avoir de la bonne qualité d'image, d'être dans un beau studio avec des belles, des Nous beaux sommes micros pas et tout. authentiques, c'est ce Ouais. que tu dis, Théo. Mais tu Exactement. vois, tu peux avoir toutes ces belles choses et garder un côté authentique qui, parfois, je trouve, se perd sur Internet. Ouais. Après, ça, c'est mon avis et j'espère ne jamais perdre ça, en tout cas. Ok. Cette chose de sincérité. Voilà. Et sinon, pour en revenir, du coup, tu m'avais dit pour les discours, je vais pas te mentir que j'ai énormément de mal à écrire une introduction de discours parce qu'il y a tellement d'enjeux dedans. Ouais. Je saurais pas te dire, je fais vraiment au cas par cas, Ouais. selon le sujet, selon ce qui me vient. De toute façon, il n'y a pas de 36 000 solutions, se confronter à la page blanche, attendre qu'à un moment donné, le génie se fasse
et le génie tape rarement à ma porte. Plus en ce moment en tout cas. Ouais, et puis en ce moment, c'est difficile. En vrai, j'ai pas envie de dire qu'il y a des conseils généraux, mais j'ai juste envie de dire que faut pas croire que c'est facile d'écrire, faut pas croire que c'est facile de faire une introduction. Bien sûr que c'est difficile, et bien sûr qu'on va se croire nul au début, mais qu'on va forcément progresser petit à petit. Et en fait, faire des mécanismes, tu vois, moi, j'arrive pas à les intellectualiser, ces mécanismes, peut-être parce qu'ils sont naturels. En fait, t'as toujours ce truc où ce qui te paraît naturel, tu l'intellectualises dans un deuxième temps. Je sais pas, moi, aux échecs, maintenant, j'ai une intuition du fait d'avoir fait plein d'exercices. Forcément, dans telle position, je vais directement vers le bon coup, mais pourquoi je vais vers le bon coup, je sais pas. Mais après, ce que je vais faire, c'est que je vais dire aux gens, ok, j'ai pensé à ce coup, parce qu'en fait, dans la position, il y a ça, mais en fait, c'est pas le processus qui s'est passé dans ma tête. Ouais, toi, c'est de la logique presque dans ta tête, alors qu'en soi, Ouais. il n'y a pas de travail de En fait, tu réflexion. dois recréer la logique Ouais. en fait, qui s'est faite naturellement dans ton cerveau à force d'entraînement. Ouais. Et je pense que ça peut être pareil pour l'éloquence et c'est pareil dans plein de trucs, c'est que tu as des mécanismes inconscients que tu crées et qui vont peut-être qu'au bout d'un certain moment, quand tu te connais vraiment, tu arrives à les extérioriser. Mais moi, le fait est que j'ai peut-être pas encore assez d'expérience pour vous dire, ok, pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que j'arrive à faire une bonne introduction, par exemple. Ouais, Mais en par tout cas, exemple- le process. Par exemple, sur TikTok, il a parlé du fait que tu arrives à capter l'attention. Ce que je trouve intéressant et ce que j'ai un petit peu analysé, ce qu'on a analysé, c'est Oh. que déjà, premièrement, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fonctionne sur toi, c'est le côté surprise. Tu as une capacité à surprendre les gens. C'est-à-dire que ça va commencer avec quelque chose et puis après, tu pars et tu dis non, moi je suis le côté GG, tu vois. Et je pense que ça, nécessairement, ça retient l'attention. Il y a aussi que généralement, de ce que j'ai vu dans tes contenus, dans les 3 premières secondes, il y a quelque chose qui va parler aux gens, c'est-à-dire ou qui va intéresser naturellement. Ça peut être les relations, tu as parlé des relations tout à l'heure, donc des choses avec lesquelles les gens vont Relate. oui, mais j'avais le mot anglais, je voulais s'identifier. Ouais. Des choses avec lesquelles les gens peuvent s'identifier. Est-ce que c'est quelque chose que consciemment tu as ou c'est juste, comme tu l'as dit, tu vas sur TikTok, tu regardes ce qu'il y a et puis tu regardes ce qui fonctionne ou... Je pense que de toute façon, le truc d'être relatable, comme on dit en Ouais, anglais, c'est ça. c'est un truc que beaucoup de créateurs de contenu recherchent. Moi, j'avoue que je le recherche pas forcément. Ok. Je fais juste ce qui me fait marrer. Et en fait, je me dis, si ça me fait marrer, ça fera peut-être marrer d'autres gens. C'est aussi simple que ça, mais en fait, j'estime qu'il faut pas. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai terminé deuxième du concours. Mais en fait, je pense pas qu'il faille s'adapter à un public, que c'est au public de s'adapter à toi. C'est par Ok. ta force de caractère, par ta personnalité. Il y aura des gens qui t'aimeront, il y aura des gens qui t'aimeront pas. Mais en fait, on peut pas faire consensus, on va forcément diviser à minima. Alors, on essaye quand même de, si possible, de pas trop, ouais. de pas trop avoir un dark side. 3 personnes sur 1500, voilà, ça va être Parce chiant. que toi, tu as une personnalité forte, mais tu as des gens qui ont plus une personnalité lisse ou, pour le dire plus gentiment, qui ont une personnalité qui ne s'est pas encore nécessairement exprimée, tu vois, au monde. Et donc, C'est vraiment gentil ça. Vraiment. écoute, Alors que tu veux juste dire qu'il y a des gens qui sont chiants, quoi. non, je Genre, m'inspire de C'est l'humanité vraiment l'hominisme par excellence. totalement. Et tu vois, j'essaie de ménager l'audience, les gens, leur sensibilité, toi, Il a c'est dit- non, ils sont chiants. Il a dit authenticité. Alors par contre, c'est vrai que par contre la sensibilité des gens, ça c'est important, notamment sur Internet. Quand tu as une certaine exposition, tu sais que ce que tu vas dire, ça va toucher des gens. Voilà. Et ça, il faut faire attention. Mais ça, c'est faire attention à pas blesser les gens, comme tu ferais attention dans la vie de tous les jours à pas blesser les gens. Ouais. Ouais. Mais par contre, montrer son caractère tant que c'est pas méchant et que t'es tel que t'es, Oui, si oui. les gens t'aiment pas, ça c'est juste les goûts et les couleurs. hein. Et Mais d'ailleurs- du coup, ouais, peut-être tu voulais rebondir. Non, vas-y. Non, ouais. Non, on parlait du coup de ce côté identification. Et pourtant, là, tu dis que pour toi, faut diviser un petit peu. Enfin, pas diviser, mais prendre parti en tout cas en termes de personnalité. Alors que moi, pour le peu de cours d'éloquence que j'avais fait en école, j'entendais beaucoup ce truc de faut choisir un vocabulaire, des mots, adapter son discours pour toucher toute l'audience, limite être généraliste, tu vois, et pas mettre des gens de l'audience à l'écart. C'est beaucoup quelque chose que moi que j'entendais. T'as entendu ça? Bah ouais, j'ai eu des cours d'éloquence à l'EM où on m'a vendu ça. Non, mais c'est vraiment quelque chose. C'est un discours qu'on a souvent, Ok. avec lequel je suis en complet désaccord. Ouais. Parce que c'est bien de fédérer toute une salle, mais en fait, à se faire aimer par tout le monde. Attends, c'est quoi la phrase? Être aimé Parler par à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Voilà. Ouais. Ah non, juste, ouais, enfin bref. Oui, bon. Mais à vouloir toucher tout le monde, au fond, on touche personne. Ouais, voilà ça. En fait, c'est cool, tu gagnes, t'es pertinent. Mais en fait, là où. Pas nécessairement par la division, parce que c'est pas une division qui est recherchée, mais en cherchant à faire passer un message qui t'est personnel et qui te
voilà, sans avoir quelque chose à faire du public, les gens que tu auras touchés, tu les auras touchés réellement. Ouais. Ils se rappelleront de ton discours et ils diront ok merci parce que tu as réussi à dire des mots sur des choses qui étaient compliquées pour moi. Tu vas pas gagner le grand public. Ok. Ou bien que tu le gagneras si ça touche suffisamment de gens. Ouais. Mais moi j'ose espérer et d'ailleurs tu vois quand j'étais deuxième du concours, la personne qui avait gagné avait fait beaucoup d'humour. En fait je savais direct avec mon discours que j'avais très peu de chances de gagner en réalité. Ok. Parce que c'était un discours où justement j'ai mis quasiment pas d'humour. J'étais très sérieux et juste je parlais d'une réflexion que j'avais sur ce sujet inventer, c'est pas penser à côté. J'avais pris l'image d'un enfant qui, lorsqu'il était petit, s'est fait briser ses rêves et qui, en fait, devait. Voilà, je me rappelle plus de mon texte. Ok. Non, j'avais pris l'image d'un petit garçon qui s'était fait briser ses rêves et c'est vrai que c'était quelque chose. Chaque fois, les gens m'en reparlent de cette introduction qui, en fait, derrière, que je relis à la fin dans la conclusion, parce qu'en fait, c'est un peu un fil rouge Ok. dans le texte, tout au long du texte. D'ailleurs, c'est inventé, c'est pas pensé à côté. N'hésitez pas à les regarder. Je fais ma promo, voilà. Let's Non, go. donc dans ce discours-là, et donc forcément, j'ai divisé, mais en fait, au début, tu ne gagnes pas dans la division. Enfin, j'aime pas le mot diviser, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été moi-même. En Ouais. étant moi-même, forcément, je Oui, divise. ça a divisé. Ça segmente. Parce qu'en fait, il y en a plein qui vont en fait chercher à faire un discours où ils vont aller chercher plein de petites catégories. Du coup, tu vas faire un peu plaisir à tout le monde. Mais en fait, le fait est que ton discours, en fait, c'est juste un ramassis de généralités Ouais. où en fait, t'en ressors rien. En fait, j'en vois plein, c'est triste à dire, mais à chaque fois que je joue un concours, c'est ces gens-là qui gagnent. Même moi, je les fais gagner parce qu'en fait, il n'y en a pas. Honnêtement, je fais à chaque fois des concours d'éloquence où je me dis, je vais être juré, et j'espère que quelqu'un va sortir du lot. Et à chaque fois, je ressors et je me dis, Merde. personne. En fait, et c'est pas qu'ils ressortent du lot, ils ressortent pas. C'est pas qu'ils ne ressortent pas du lot parce qu'ils sont moins bons ou quoi. C'est juste que, et d'ailleurs, c'est parce que c'est quand même une forme de courage de se dévoiler à nu, ou en tout cas de dévoiler une part de son intimité ou bien juste un message. Ça ne veut pas forcément dire raconter votre vie et montrer qui vous êtes. Mais en tout cas, montrer votre personnalité plutôt. Ouais. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Ce soir, j'espère qu'il y en aura. Ouais. Encore une fois, comme à chaque fois que je suis juré de concours d'éloquence. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où je me dis, putain, ils ont du talent. Déjà, je pense qu'il y en a où je me dis, ils auraient vraiment quelque chose à dire. Et c'est dommage, ils se cachent derrière ce masque. Et c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Parce que du coup, j'ai fait un discours sur les orateurs ne sont-ils que des beaux parleurs. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple de se cacher derrière une figure ou derrière un masque. Parce que justement, si on rate, c'est pas soi qui a raté. En fait, de ne pas gagner un concours, c'est quand même très dur quand tu vas, je sais pas moi, parler d'un décès, quand tu vas parler de quelque chose qui était hyper personnel et qu'on te dit tu ne gagnes pas le concours. Ça veut dire quoi? Mon histoire, elle n'est pas assez triste. Ça veut dire tu as donné une partie de toi et les gens ont refusé une partie de toi, ils t'ont pas fait gagner. Et donc il y a quelque chose où en fait ça devient presque personnel dans une décision en fait qui n'est pas ton personnel. Ça peut être ton discours qui a pas touché les gens, etc. Mais en fait du coup il y a cette tendance à vouloir faire de l'impersonnel et du pseudo-théâtre un petit peu nul. Mais en fait je pense que c'est inconsciemment parce que c'est tellement difficile et on va se sentir jugé et on va être jugé dans le cadre d'un concours sur quelque chose qui nous est propre. Et donc forcément, c'est un exercice qui est difficile. Et moi, tu vois, typiquement, quand j'étais arrivé deuxième, je pense que, comme dans chacun de mes discours, je parlais de moi sans parler de moi. Forcément, ça fait mal de perdre. Comme ça fait mal de perdre quand tu te donnes à 100% dans un match, dans n'importe quelle compétition que ce soit. Je veux dire, l'échec, il est dur. Mais je pense que c'est une manière de contourner l'échec et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai mis un masque Y. Tant pis, j'ai perdu avec ce masque Y, au prochain concours, je vais gagner avec le masque X. Et chaque jour, je prends un nouveau masque et je vois selon le public, aujourd'hui, j'ai un public de gens qui ont à peu près mon âge. Bon, du coup, je peux faire des rêves genre quoi couper TikTok. Tu vois, j'ai un public de gens qui sont en droit. Bon, je vais pouvoir faire quelques petites rêves juridiques, tu vois, et je m'adapte à mon public. Ouais. Mais c'est pas toi derrière. Pas forcément assez toi derrière. Alors. C'est pas toi derrière. Et de toute façon, pour moi, l'éloquence, on nous montre des concours. Pour moi, l'éloquence, c'est les grands discours. C'est ce qui, pour moi, est le summum d'éloquence. C'est le discours qui m'a donné envie de parler et de dire, ok, j'ai envie de prendre la parole. C'est Martin Luther King, I have a dream. Sûr. Oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est un discours qui est engagé. Le mec met pas d'humour et tout le monde l'écoute et c'est pertinent. Arrêtons de vouloir faire de l'humour comme si un bon discours c'est pertinent. I have a dream, ça doit durer quoi, 10 minutes 10 minutes, ça a des enjeux qui sont tellement important. Et c'est le plus grand discours qui ait jamais été donné d'écrire. Avec cette phrase qui te reste dans la tête, I have a dream, qu'il répète plusieurs fois. Et tu as aussi ce schéma du discours où des fois, tu vas prendre une phrase et elle va bien tu vas la marteler. Et il donne juste ses convictions, il donne un message. En fait, je suis forcé de constater que les plus grands discours,
c'est des discours où il n'y a pas d'humour, c'est des discours qui sont engagés. Comment tu veux qu'un discours qui fédère, ou en tout cas qui va fédérer quelqu'un, ne divise pas une autre partie? Parce que forcément, Martin Luther King, à l'époque, c'est révolutionnaire. Ouais. Comme Robert Badinter avec la peine de mort, son discours aussi. Tu vois, il y a des discours comme ça qui changent l'histoire. Et c'est aussi par des discours qu'on peut changer le monde. C'est aussi l'appel de Charles de Gaulle le 18 juin. Tu vois, ça passe par la parole. Et qu'en fait, qu'on nous dise l'éloquence, c'est dans des concours, c'est dans des facultés, et c'est faire rire 2-3 pélos, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Et je pense qu'il y avait de ça aussi quand tu parlais de rôle, jouer un rôle, c'est aussi pour se mettre dans le moment et être plus impactant, une conviction différente, tu vois. Est-ce que ça peut aider justement à prendre parole pour ceux qui en ont peur, tu vois aussi, peut-être pas de passer par un masque et de se travestir, mais plus de se dire je suis sur scène, je suis pas exactement la même personne que quand j'en sors. Je pense que ça peut aider forcément des individus dans un premier temps à se faire autre pour se faire accepter. Mais tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, il faut forcément se faire souffrance. Et c'est plus facile de faire comme ça. Mais le truc, c'est que derrière, tu vas t'enfermer dans cette manière de faire. Et derrière, de revenir à de l'authenticité, ça va être plus difficile. Donc je pense qu'il faut directement se faire peut-être plus violence au départ pour derrière pouvoir garder cette forme d'authenticité et de sincérité. Et par contre, pour en revenir au domaine politique, c'est vrai que par contre, c'est fou. Il faudrait même plus de coaching au niveau des politiques. Parce que, même au-delà du niveau politique, en fait, les gens qui vont prendre la parole en général, des fois, je me dis, mais ils sont coachés par qui? Parce que, en fait, c'est fou. C'est fou, c'est quand même le domaine politique, c'est le domaine où la parole doit être hyper importante. Après, du coup, ça va un petit peu le politique à l'inverse de ce que je pense être l'éloquence, puisque souvent, c'est très peu sincère. Mais voilà, il y en a quand même qui se démarquent plus ou moins dans leur discours. Alors, ça ne veut pas forcément dire que leurs idées sont vraies ou pas vraies, mais c'est ça aussi, l'éloquence, elle peut être dangereuse en politique, parce que quelqu'un qui parle très bien peut justement t'emmener à penser comme lui ou elle, or que ça peut pas forcément être quelque chose auquel tu aurais adhéré si la personne n'avait pas eu une certaine forme de charisme. Ouais, ça devient une arme. Positivement et négativement, ça devient une arme parce que tu peux emmener là où tu veux à peu près. C'est une arme hyper puissante qui peut faire des ravages. Ouais. Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle pas mal de discours directement, de la structure et tout. Maintenant, si on se concentre plus sur la partie élocution, est-ce que tu as des tips, des exercices que tu fais pour bien travailler ça, que ce soit le ton, le rythme, mais aussi l'articulation? Je sais que moi, par exemple, j'articule très peu, très mal. Souvent, je vais bafouiller des mots. Je fais des vidéos, tu vois, tout seul que je filme. Et il y a des séquences, tu vas les refaire 50 fois parce qu'il y a un mot sur lequel je bute tout le temps. Est-ce que tu as des exercices comme ça? Et deuxième question, je la reposerai après au pire si tu oublies, mais est-ce que c'est comme la natation? Tu dois t'entraîner tous les jours et dès que tu arrêtes, tu régresses? Ou est-ce que c'est un peu différent et dès que tu as réussi à avoir une meilleure élocution, tu peux arrêter de le travailler? Moi, il faut savoir qu'à la base, franchement, je sais pas aligner de mots, en vrai de vrai. J'ai fait beaucoup d'orthophonie quand j'étais petit. Du coup, pour ce qui est de l'articulation, je suis vraiment cataclysmique. Forcément, quand je suis sur des concours, j'essaie de faire attention. Quand je parle dans la vie de tous les jours, je sais pas si là c'était compréhensible, mais ça va alors. Let's go. Non, mais clairement. En fait, je dirais l'entraînement. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'entraînement. Je dirais que l'entraînement, c'est le quotidien. L'entraînement, c'est quand tu parles avec des gens. En fait, juste t'essayes d'être plus pertinent et de peut-être des fois même donner plus de corps à ton propos. On dit souvent faire des réponses courtes. Alors moi, j'avoue, j'ai du mal à faire des réponses courtes, mais justement de faire des réponses qui sont bien longues, et au moins, au bout d'un moment, tu es forcé d'avoir des bons mécanismes et des bons réflexes. Le ton, pour moi, il se sent. C'est qu'en fait, quand tu as une colère en toi, tu vas accélérer. Quand pour toi, il y a quelque chose de grave, peut-être tu vas... dans la gravité, tu peux le faire en montant, mais tu peux aussi le faire justement en baissant la voix. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus impactant dans un discours que ce moment où tu deviens... C'est quoi le mot? Je vais dire ferme, mais c'est pas le terme. Grave. Sérieux, grave, voilà. Quand tu prends une certaine forme de gravité, il est bon. Il a le vocabulaire, lui. J'ai fait des concours d'éloquence, je suis arrivé premier. Ça se sent, Je rigole. Non, d'avoir
cette gravité, je trouve que ça peut beaucoup aider pour un propos important. Plus que de crier. Même si moi, j'ai eu tendance des fois sur des concours à pas mal crier. Parce que j'aime bien crier. Simplement, voilà. Ouais, mais ça va pas plus loin que ça, mais effectivement. Donc non, des mécanismes. Alors il y a le truc où tu peux te mettre un stabilo entre la bouche. Ça, Là. j'ai fait ça. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Ouais. Et tu le fais avec, ou bien même les virelangues. Tu sais, les chaussettes de l'archiduchesse sont peut-être archi-sèches. Ouais. Je l'ai réussi, let's go. T'as eu un stress là un peu? Ouais, un petit peu. Ça, t'en Je as suis plein. nul. Ça, c'est ceux que j'utilisais pour le faire. T'en as beaucoup. Ouais. Par exemple, Ah, tu vas m'en donner. j'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. Tu vois. Ça, c'est infernal. Hein. Et ça, tu t'entraînes et en fait, il y en a forcément Je te jure que des ça marche consonnes où plus. tu vas avoir un peu plus de mal. Ok. Moi, je me rappelle plus lesquelles c'était, mais je crois que c'est les T où je suis un peu en galère. Ouais. Genre, il y a beaucoup de T dans une phrase. Allez, on va tous en faire un. Kémil, Tu sais que moi, c'est un scandale, hein, normalement. Ça s'appelle les virelangues. Attends, Choisis je vais pas, faire choisis ça. pas, Non, choisis justement, pas. Je voulais faire ça, mais on va pas choisir. Ben voilà. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits. Et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui à midi 8 fruits cuits. Crus. Oh la vache. En fait, je sais pas lire, c'est différent. Non, il y a aucun jugement. Alors, attends. Ah non, c'est scandaleux, je trouve. Ah merde, attends. Hop. Eh, mais attends, mais c'est où que ça s'arrête? Ok. Vas-y. Ok. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'esqui. Oh, première fois. Yeah! Il l'a lu avant, I'm avant. going to do. Tu peux retenter ta chance? Non, c'est bon. Tu peux le faire, hein, le fisc et En, l'esqui là. en vrai, tu te dises, j'ai fait exprès parce que je voulais pas enfin, tu vois, te fichard. Tu genre. voulais le mettre en lumière, ça me Ouais. fait plaisir. Exactement. Il l'a chaud, il Je a suis fait d'une généreux. traite. Les mecs de Moi l'ombre. Non, lui. Et les gars, j'avais toute une carrière d'expert qui allait s'enlever En une l'espace phrase. de 2 secondes. Là. Il a voulu Ouais, te ruiner. il a eu lui, un ouais, coup de chaud, dit, il a eu un coup de chaud. Allez, vous allez tous faire. Il a voulu me baiser, il allait dire fais une blague pour voir si j'étais vraiment, si j'étais vraiment drôle ou pas, quoi. Putain. Alors, on a parlé de ton et de rythme. J'ai eu cette impression que pour réussir à justement à travailler ça et à maîtriser cette gestion du ton et du rythme, ça me donne l'effet un peu d'une danse avec les mots. Comme si pour réussir à faire ça et réussir à le faire bien, il faut que tu t'amuses dans la manière dont tu parles pour pouvoir jouer avec, justement, que c'est vraiment un jeu en fait. Quand tu veux bien parler et t'exprimer, que même dans ton sourire ou quand tu te mets dans une posture, j'ai l'impression que pour atteindre ça, c'est ça qu'il faut aller chercher, le jeu, l'amusement. Bah, faut prendre du plaisir à parler, tu vois. Faut prendre du plaisir à être là, tu vois, je suis en train de vous parler. En fait, faut pas subir le moment où tu parles. Faut pas voir ça comme une punition. C'est une chance d'avoir la parole. C'est une chance de pouvoir s'exprimer. Maintenant, sur Internet, en plus, on a vraiment une liberté d'expression qu'on n'avait pas forcément à l'époque. On peut parler dans un podcast, n'importe qui peut parler, n'importe qui peut faire entendre sa voix. Et donc, c'est juste hyper cool, tu vois. Et donc, faut garder le grand sourire aux lèvres. Et en vrai, aussi avoir le sourire. Alors, moi, je le fais pas consciemment, mais ça donne un côté sympathique. En vrai, alors qu'un mec qui va te faire la gueule pendant tout le podcast et qui va rester hyper sérieux, ça va peut-être moins te donner envie de l'écouter, parce que tu te dis l'homme derrière doit pas forcément être quelqu'un de gentil dans la vie de tous les jours. Là, je suis en train de faire les gentils et les méchants. On a l'impression on est en CP, frère. Je suis en train de dire dans les films, il y a des gentils, il y a des méchants. Merci Captain Obvious. Voilà. Mais non, je pense qu'il y a une forme de jeu, il y a une forme de plaisir. Et en fait, c'est aussi croire complètement à ce que tu dis. Pour avoir confiance au moment où tu prends la parole, parce que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Tu peux douter avant d'être sur scène. Ouais. Tu peux pas douter, mais ça va dans n'importe quel domaine que ce soit. Tu peux pas douter au moment où tu vas sur scène. Tu peux douter avant une compétition, faut pas douter au moment de la compétition. Il faut avoir le sursaut d'ego de se dire ok, je suis le meilleur, même si en fait objectivement je prends l'exemple des échecs, de moi je joue contre un grand maître, il est objectivement meilleur que moi, mais on est deux hommes, je peux faire une partie largement au-dessus de mon niveau, il peut aussi faire une partie largement en dessous du sien, je joue contre lui, je pars du principe que je vais l'exploser, tu vois. Et si je pars du principe que je suis moins bon, forcément ça me met dans une truc d'infériorité. Et dans le discours, c'est pareil. Si tu arrives dans une scène et que tu dis mon discours il est bancal, bah, tu as le droit de te le dire la veille, mais au moment où le jour même, tu dis ok, mon discours est incroyable, mon discours, tu te persuades de la chose. Et au moment où tu arrives, tu as la conviction que c'est bon. Et je pense que tu le vois d'ailleurs dans tes trucs de conseils où des fois il y en a, ils font des exposés où eux-mêmes, tu sens qu'en vrai c'est nul. Mais en fait, masque-le que c'est nul ce que tu as fait.
Genre, fais semblant que c'est bien. Ouais. Genre, toi-même, t'es pas sûr. Ça m'est arrivé des fois d'arriver, mais mon sujet puait la merde. J'en avais absolument rien à foutre. J'étais en mode, ok, c'est chiant. Mais au moment où j'arrive, je propose quelque chose au public. Et si le public a pas l'impression que ça me fait chier moi et que je leur donne l'impression que moi ça me fait plaisir, en fait, d'ailleurs, on peut même trouver du plaisir dans quelque chose de chiant. On se dit, ok, là, je me mets dans le mood. Ouais. Ok, je prends du fun. Et si je prends du fun, les gens ressentent cette même chose parce que bah, la parole, elle est communicative. Si je passe un bon moment, vous passez un bon moment. Là, je passe un bon moment, vous passez un bon moment, vous passez un bon moment. C'est ça qui est bien. On a le droit de réponse ou... Non, t'as pas le droit de réponse, c'est la censure ici. Ok. Non, mais tu vois, Est-ce que tu t'auto-conditionnes? Ça t'est déjà arrivé? Par exemple, tu es sur un projet où c'est chiant, où tu le sais, mais comme tu l'as dit, il faut show must go on. Donc, tu t'auto-conditionnes? ah oui, bah ça souvent, de me dire, ok, en fait, certes, il y a des choses qui vont pas dans ma vie à gauche à droite. Là, maintenant, tu vois, il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui m'écoutent, et surtout, j'ai un message potentiellement à faire passer. Bah, ça me coûte rien de me dire, ok, juste de voir le positif dans ces choses-là, même si je suis quelqu'un qui voit vachement le négatif dans la vie de tous les jours. Ok, dans les moments où il faut être présent, ok, je suis présent et j'essaie de faire en sorte, tu vois, typiquement, quand les gens me reconnaissent dans la rue, tu vois. Bah, imaginons j'ai passé une journée de merde, je me dis ok le mec ça lui fait plaisir et du coup du fait de me dire ok ça va lui faire plaisir, moi je me mets dans un bon mood. Ouais. Tu vois, je me suis toujours mis dans un bon mood quand je rencontre des gens ou quoi et je pense que tu vois le fait d'avoir des gens dans la rue des fois de temps en temps, bah forcément ça m'aide à me dire à encore plus me conditionner des fois à ok là il faut que je sois dans un bon mood et même à relativiser sur le mal-être qu'on peut avoir. En fait des fois il suffit voilà forcément c'est à terme ça marche pas hein, d'être dans le déni Oui. de ça va pas mais tu vois à des moments T d'être capable de se mettre dans un flow, comme tu dis, limite de plaisir et d'amusement. Ouais. Et est-ce que tu as des petites techniques, toi, que tu fais avant de monter sur scène pour te mettre en condition? Pour le stress? Ouais, pour le stress, te mettre dans le moment. Généralement, je stresse pas dans ma tête. Je me dis toujours, ça va très bien se passer. Ok. Mais T'es bon, pas le stress, stressé de base comme personne? je suis pas du tout stressé de base. Ok. Mais en fait, j'ai beau dire je suis pas stressé, forcément ça a des impacts sur le corps. Donc, alors, il y a plusieurs options. Ça m'est déjà arrivé, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais la main qui tremble, ça tu peux juste Ah rien ouais? faire. D'essayer de la canaliser ou de la cacher, ou voilà, du coup d'être avec l'autre main, mais quand t'as un papier, c'est compliqué. Ouais. Donc là, la main qui tremble, en vrai, je trouve que c'est vraiment le plus chiant. Ouais. Des fois, ça se canalise pendant le discours, après les premières secondes. Le deuxième truc que je peux avoir, c'est aller chier 8 fois avant de J'étais comme monter ça sur scène. avant. Le stress, c'était Voilà. toilette direct. Ouais, voilà, tu vois, 8 Ouais. caca avant le truc. Enfin, en plus, en natation, moi, c'était chiant parce que tu sais, t'as la combi, tu dois la serrer et tout, du coup, Ouais. je pouvais pas aller chier. Enfin, c'était mes Ah, la pires piscine compètes, quoi. aussi? Ouais. Ah, putain. Et troisième truc, qui là, par contre, m'arrive souvent, mais ça m'arrive aussi quand je pense en général et que je réfléchis, c'est que je marche. Ok. Et du coup, je fais littéralement les 400 pas pendant 1 heure avant mon discours, quoi. Ok. Du coup, je dis que je suis pas stressé, mais des fois, je relis même pas mon discours, mais juste je fais des 400 pas pendant 1 heure, quoi. Ouais, et tu penses. J'ai raté 2 fois le métro en venant. deux arrêts, genre, je suis descendu à Olympia. Ouais, juste, j'étais en train de réfléchir à la préparation de là. Voilà, Là. tu vois. Et, mais il n'y avait pas de stress, mais du coup, j'ai oublié qu'il fallait que je descende. Genre. Ouais. Au niveau de. Tu vois, on a passé des concours aussi. Moi, c'est pas des concours d'éloquence. On n'a pas gagné non plus, t'inquiète. Mais Let's go! C'était des concours commerce. ouais. Et toi, tu gérais comment ton stress? T'étais stressé là-dessus? Alors, je suis pas hyper stressé. En fait, je pense que les gens déjà qui disent qu'ils sont pas hyper stressés de base, parce que c'est ce que je dis, c'est parce que le stress se répercute plus sur au niveau corporel. Ouais. Je ressens pas, tu vois, une pression ou tu vois et tout, mais juste je vais voir que je vais avoir les mains plus moites, je vais aller plus aux toilettes ou je vais avoir mal au ventre de temps en temps, des choses comme ça. Du coup, je suis pas hyper stressé de base, mais j'avais ça. Et en vrai, je faisais rien pour le faire s'évacuer. Juste, j'ai été. Non, mais en Si, gros. quand t'allais chier. Ça, oui. Mais en gros, j'étais OK avec ça et je savais que dès lors que j'allais commencer mon examen, ça disparaissait. Genre. Ok. Parce que état de flow. Genre, dans Ok. les examens, c'est une fois que je suis concentré, que je suis dedans, il n'y a plus de stress, je pense plus à rien. Donc, Ok. c'était un peu ça. Je sais pas toi comment tu le gérais, mais. Moi, j'avais un truc un peu bizarre. C'est un phénomène où comme si je me dissocie du moment, où je stresse et je vais sortir de moi, et c'est comme s'il y a une autre personne qui est là et qui te dit Ah, alors, tu stresses? Ah, t'as peur, hein? Ouais. Bah, c'est maintenant, on va voir ce que tu vaux vraiment. Et en fait, je me challenge tout seul un peu et je le prends en mode défi. Et de ça, après, ça réveille un truc et j'arrive. Comme ça que j'ai toujours un peu géré mon stress. Ah ouais.
Il est bizarre. Oui, c'est bizarre. Mais après, là, j'ai un truc bizarre à te dire. C'est que j'avais oublié dans les trucs de stress que j'ai souvent. Et ça, par contre, c'est un peu. Je pense que t'as pas beaucoup de gens à qui ça arrive. C'est que j'ai le saignement de nez facile. Non. Ah ouais? Bah, j'avais les saignements de nez facile quand j'étais petit. J'ai fait 2 cautérisations. C'est ces trucs pour éviter que tu saignes du nez. Et donc maintenant, je sais que quand je saigne du nez, il y a 2 options. Soit je suis hyper fatigué, soit je suis hyper stressé. Ok. Et du coup, Ok. bah, typiquement, après la finale, en gros, bah, déjà, j'ai fait un blackout de la finale. Ah ouais? Ouais, je me rappelle plus du moment en tant Non. que tel. Je me rappelle juste que la dernière seconde, en gros, quand le discours est fini, je lève la tête vers le haut et j'avais l'impression qu'il pleuvait. Sauf qu'en fait, il pleuvait pas parce que c'était fermé. Ouais. Et en fait, j'étais en train de transpirer. Et en fait, du coup, c'était une goutte de sueur. Et en fait, je me rappelle juste de ce moment-là. Et sinon, j'ai le moment en tant que tel, bah, j'ai les vidéos et tout, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas de flashback du moment en tant que tel. Ok. Et typiquement, après ça, bah, j'ai saigné du nez, comme ça m'arrive souvent de saigner du nez. Ça, c'est un truc qui, quand je suis stressé, ça Ah y ouais. va, quoi. Et ça a jamais impacté tes Attendez. prises de parole? Ça a jamais impacté tes prises de parole, le stress, c'est-à-dire que tu vas commencer à avoir du mal à sortir les mots ou des trous dans soit la façon de construire ton discours, soit juste le discours en lui-même. Ça t'est jamais arrivé, ça? En fait, le truc que je fais pour le stress, c'est qu'en fait, je me dis, si ça part mal, c'est fini. Ouais. Donc, je prends énormément mon temps au début. Tu vois, je fais en sorte de parler hyper calmement. Ok. Et une fois que les premières secondes ou la première minute est passée, généralement, c'est bon. J'ai jamais encore eu, et je croise les doigts, hein, mais d'énormes flops en public, ça m'est pas arrivé. D'énormes. Après, j'ai la chance que pour l'instant, la plupart des choses que j'ai faites, je sais pas. Ouais. Faites, Ouais, je crois. on sait Parce plus que parler français, les gars. Non, quoi. non, non. Surcoté. En tout cas, j'avais un texte. Ouais. À part le TEDx où du coup j'étais en full improvisation sans rien. Mm. Bah là aussi, tu vois, sur un cadre d'interview, forcément, on n'a pas de notes. Ouais. Mais forcément, sur les discours, j'ai jamais eu ce truc de trou. Mais forcément, ça peut être difficile, je pense. Ouais. Même T'as- si j'avais des impros des fois. T'es à l'aise avec l'idée que ça arrive? Euh, Ou alors t'es en mode non, il faut absolument pas, Je je pense ferai que- tout pour que ça se passe pas. Dans le truc de contrôle, justement, c'est la raison peut-être pour laquelle j'ai souvent un texte. Mm. Mais je sais qu'il faut que je m'en détache et que justement je me confronte à la peur de un jour ça arrivera. Tu vois, typiquement, un jour j'aimerais bien faire du stand-up. Mm. Je sais que j'ai bidé. En fait, Ouais. être drôle un petit peu de temps en temps avec tes potes ou être drôle devant des gens. En fait, même le mec le plus drôle de France, même Fabrice Eboué, il prend des flops. Ouais. Ouais, ils les testent dans des petits cafés, ou Ouais. café-théâtre, on appelle ça, je crois, Ouais. pour tester leurs blagues, quoi. Ouais, donc. Et, mais en vrai, d'ailleurs, c'était une de mes questions que je voulais te poser. Est-ce que tu dirais que la répartie fait partie de l'éloquence? Parce que, en fait, je me dis, toi, si tu floppes, enfin, si demain tu as un trou, comme tu as quand même pas mal d'humour et je pense de répartie, Mm. tu pourrais rebondir à la limite en te taillant toi-même, tu vois. Ouais. Chose que quelqu'un qui a aucune répartie serait pas capable de faire et il va s'enfoncer dans son stress. Ouais. Est-ce que du coup, ça fait partie intégrante de l'éloquence ou c'est juste une compétence autre et à part? Bah, la répartie, je pense que ouais, moi je l'inclurais dans l'improvisation. Mm. Ok. C'est-à-dire que c'est vraiment la capacité, sans avoir rien préparé, à s'adapter à une situation qui est pas forcément prévue. Ouais. En fait, l'improvisation, c'est créer quelque chose à partir de l'imprévu, en tout cas quelque chose à partir de un petit peu rien. Enfin, un petit peu rien, même si tout à l'heure, je t'avais dit tout le backup qu'on peut avoir dans la vie. Mm. Donc ouais, la répartie, après forcément, je pense que même toute personne ayant le plus de répartie ou le plus d'improvisation possible, quand tu paniques, tu paniques. Oui, ouais. Voilà, je pense que ça arrive à tout le monde et Tu et paniques lui, il est en là? train de faire un snap, je vais tout casser. J'ai tout cassé. Lui, il a rien préparé. Il fait un snap, il vient avec son vrai ou faux, on sait même pas c'est quoi les questions. Non, au bout d'un moment, je suis fatigué, les gars. C'est quoi, on m'a mis dans quoi là? Frère, c'est une dinguerie. Il va saigner, arrête. Hey, Je l'énerve pas. je suis en stress là. Oh, Stop, je peux stop. aller aux toilettes. J'ai un pote, lui, en termes de répartie, je sais qu'il a appris des répliques par cœur de Mister V, par exemple. Et pour avoir de la répartie. Et ça marche, c'est l'un des mecs que je connais qui a le plus de répartie. Mais il m'avait avoué que c'est plein de trucs comme ça qu'il a appris, des petites phrases qu'il peut lâcher comme ça. Je trouve ça trop nul. En fait, Enfin, pardon. Hein. Tu es nul, celui il qui est se reconnaîtra. je trouve ça pas ouf, genre. C'est pas très personnel. je pense que tu peux travailler ta répartie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hop Éloquent, qui s'appelle Corentin Evenot. Il est, Ouais, je je crois, vois qui c'est. champion du monde de répartie. Ouais. Au-dessus de improvisation ou quelque chose dans le genre. Et il donne justement des tips vis-à-vis de la répartie. Hop, là, il donne une situation. Mm. Et derrière, il dit vous avez 3 secondes pour avoir justement de la répartie. Ouais. Et du coup, il donne un petit peu des tips. Tu vois, tu peux aller soit sur l'ironie, soit tu peux, tu vois, typiquement sur une question difficile en interview, comment tu arrives à t'en dépatouiller
pour faire en sorte, tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu m'aurais dit, ça va comment avec les filles ou quoi. Enfin, Allez, il y a body au bout d'un count. moment, ça, j'ai des mécanismes. Enfin, je suis désolé, cette question-là, je suis expert de l'esquive. Vous m'aurez pas. Tu vois, donc forcément, après, c'est au cas par cas. Mais je trouve que l'ironie, en vrai, sur une question vraiment de merde, Ouais. c'est toujours un bon parti. Ironie, humour. Si t'es à l'aise avec ça, c'est toujours une bonne manière de te dépatouiller quelque chose quand même. Ah bah justement, humour. Ouais. Ça, Fais c'est... nourrir. C'est Non. la question de merde. Fais nourrir. Allez, danse. Non, humour. Toi, du coup, t'as commencé les réseaux par cet angle de l'humour. Ouais. Moi, personnellement, c'est par ça que je t'ai connu. Après, j'ai découvert ta version concours d'éloquence et ta version orateur, etc. Est-ce que tu as des tips pour être drôle? Waouh. Est-ce que j'ai des tips pour être drôle? Hmm. C'est naturel en fait. C'est naturel? Trop relou. Non, je pense pas que ça le soit. Je pense que si. Voilà. Ah ouais? Ouais, je pense. Il y a quelque Je pense- chose de l'ordre de l'inné? Ça se Non. travaille. Alors, ça se travaille. Je sais pas comment ça se travaille, mais je pense que c'est énormément naturel. Tu disais, toi, que. Pardon, je t'ai volé la réponse. Ouais, Tu- de ouf. Non, non, tu vas répondre après, mais juste tu réfléchissais. Donc, toi, tu disais tout à l'heure que tu t'es forcé à être drôle parce que tu en avais besoin en société. Pour. Inconsciemment, tu vois, je me oui. suis pensé Oui, oui. Exactement. Mais du coup, tu l'as. Enfin, t'as tenté. J'imagine que t'as pas été drôle direct, tu vois. J'ai pas de souvenir de quand j'étais tout petit, mais Enfin, tu fais rire les autres, mais En- tu vois, ça c'est en c'est fait, venu je très jeune. pense que tu aussi, en fait, tu peux devenir drôle en fait en côtoyant des gens qui sont eux-mêmes drôles. En Mhm. fait, tu sais que tu es la somme des 5 Ouais. personnes que tu côtoies le plus. Bah forcément, si tu as 5 personnes hilarantes avec toi au quotidien, je pense qu'au bout d'un moment, tu comprends inconsciemment tous ces mécanismes humoristiques. Hmm. Et bah, moi, je pense que c'est Internet quand même qui. Tu vois, à force de. Tu vois, tu as des rêves d'Internet, je suis un enfant d'Internet, des mecs drôles d'Internet, j'en ai regardé plein. Et je pense que bah, tu crées ton humour plus ou moins dessus. Après, bah, forcément, tu as aussi toi ta manière d'être et de faire. Mais l'humour, je dirais que c'est aussi un truc d'observation. Ouais. Et au bout d'un moment, tu l'intériorises et tu te crées ton propre humour. Je pense que tu vois, demain, tous les soirs, tu regardes Jonathan Cohen, Fabrice Eboué, tous les soirs. Au bout d'un moment, Mister V, enfin, qui tu veux, tu vois. Hmm. Tu as Tu t'imprègnes. des mecs, voilà. Tu t'imprègnes comme dans Ouais. tout. Mais on a tous, je pense, un pote qui est toujours à côté de la plaque, genre qui fait la blague de trop ou la blague à côté, genre tu vois. Ouais, Il y a toujours quand même, donc il y a une question de timing il est aussi. peut-être là-bas. non, non, lui, ça va. Oui, ça va. Lui ça va. Ouais. Ok. Ouais, toujours quelqu'un comme ça. Il nous reste combien de temps là? 47. Ouais. Putain, on est en termes de timing, on n'est pas parfait, les gars. C'est Je marrant regarde parce juste ton- que on parle d'humour, on parlait de répartie. Toi, les moments où tu arrives à être drôle, c'est quand tu vas dire... Ça arrive souvent, il est très Ah, t'as drôle. dit ça, les rares moments où t'arrives à être drôle. C'est des moments où il y a quelque chose qui va être attendu et toi, tu vas dire quelque chose de what the fuck ou quelque chose qui n'a rien à voir ou quelque chose d'inattendu, finalement. Ouais, parfois je le fais un peu trop. On me le reproche. Il a son running gag. Non, c'est juste. En fait, je vais faire une blague dans des moments où t'attends pas de blague, genre. Tu vois. Ouais. Donc, soit ça passe et ça fait rire, soit la personne elle voulait pas de blague vraiment Soit à ce ça moment-là, donc ça passe pas, tu vois. Ouais. Donc, En général, c'est- ça passe bien. ouais. Est-ce que l'humour, ce serait pas ça, la différence entre l'attendu et l'inattendu sur l'instant? Oui, bah, là, c'est quand tu joues sur la surprise. Ouais, je pense Ouais. que ça, c'est un type d'humour qui marche hyper bien. Mais je pense que l'humour, c'est aussi. En fait, il y a aussi le truc où tu te fais rire toi-même. Tu sais, il y a des fois des blagues où tu t'assumes pas la blague. Et en fait, du coup, une blague qui était drôle, elle est pas drôle parce que tu l'as pas dit avec assez d'assurance. Ouais. Hmm. Et du coup, ça peut rejoindre tout le truc d'éloquence, de charisme, de confiance en soi. Où en fait, c'est à partir du moment où tu es sûr de ce que tu vas dire, et ça peut aussi dépendre de ton environnement. Tu vois, des blagues où en fait, entre guillemets, t'es avec tes amis, et du coup, tu sais que c'est un environnement sain, où entre guillemets, ils sont réceptifs à tes blagues, tu vas avoir moins de mal à y aller. Hmm. Là où peut-être que dans un environnement avec des gens, des inconnus, etc., où tu sens qu'il n'y a pas la même vibe d'humour, ou quand tu sais qu'il y a un décalage, là, tu vas être moins enclin à faire de l'humour. Donc l'humour, c'est aussi adaptatif selon les milieux dans lesquels tu es. Hmm. Peut-être beaucoup plus que l'éloquence. C'est vrai que l'humour, en fait, bah, ça marche soit sur la personne, soit ça marche pas. Ouais. Mais après, du coup, tu vois ce que la personne aime et tu peux adapter ton humour à elle, ou bien juste tu continues tes blagues et tu fais rire juste toi-même. Et donc, toi, tu passes un bon moment. Tu C'est vois, déjà et pas mal, hein. C'est ouais.
Ouais, du coup, on en revient encore à ce truc de travail. Genre, se mettre dans la situation où tu vas travailler, que ce soit l'humour, l'éloquence, la rhétorique. Et je trouve d'ailleurs les TikTok de, je sais plus comment il s'appelle, Hop, Corentin. éloquence, ouais. Ouais, Hop Eloquence, ils sont vraiment bien. Parce que du coup, c'est le truc où vraiment tu as 3 secondes pour réfléchir. Et c'est dur sinon de se mettre dans une situation où tu travailles ta rhétorique si tu es tout seul face à un miroir, quoi. Ouais. T'as pas de... Donc je trouve ça pas mal. J'ai l'impression que ce qui revient beaucoup de ce que tu dis dans tous les domaines qu'on a évoqués, là, que ce soit éloquence, humour, etc., c'est cette capacité à assumer. Quand tu vas prendre la parole, c'est assumer ton propos avant même qu'il sorte. Mm. Et une fois qu'il est sorti, également l'assumer, quoi. Que ce soit pour une blague, que ce soit pour bien s'exprimer, pour bien parler, de quoi l'incarner, incarner son message. J'ai l'impression que c'est ce qui revient beaucoup. Bah, pour moi, le plus important, c'est d'être pleinement soi. De toute façon, pour moi, le but de la vie, ça va être de rechercher qui on est. Généralement, on dit bonjour, qui es-tu? On Mhm. répond pas par un qui es-tu, mais par un ce que je suis. Je Mhm. fais du droit, plus maintenant. Je fais d'autres choses. Je fais des concours d'éloquence, je fais ceci, je fais cela, j'ai telle qualité, mais ça dit pas qui tu es. Ouais, Ça définit ce que tu es. ouais. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je pense que le but et la recherche finale, ça va être de se découvrir complètement. Et du coup, se découvrir avec l'âge, ça passe aussi par le fait de s'assumer. Alors des fois, on s'assume plus quand à un âge, à 20 ans, on est peut-être plus le même qu'à 40 ans. Hmm. Et du coup, forcément, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent cringé quand on regarde des vidéos d'il y a quelques années. On se dit, putain, mais comment j'ai pu être comme ça? Ouais. Mais je pense que c'est. En fait, s'assumer, ouais, pour moi, c'est vraiment le plus important. À partir du moment où tu dégages une confiance, les autres sentent cette confiance. Ouais. Alors, je dis pas que je dégage une confiance, mais je dis Non, juste que, ok, moi, ce que je dis, mais j'ai envie de le dire, et si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Si vous rigolez pas, on va juste passer un mauvais moment, et ce serait bien quand même qu'on passe un bon moment ici, quoi. Et c'est ça le blocage de la plupart des gens, c'est le regard des autres. Mm. Et se confronter au regard des autres, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Toi, c'est par cette haine que tu as dit, cette revanche que tu avais envie de prendre, ou il y a des choses qui t'ont permis d'aller au-delà de ça? Je pense qu'en fait, le truc du regard des gens, c'est que j'ai tellement eu le regard des gens sur moi quand j'étais petit, Hmm. qu'en fait, ça m'a tellement vacciné. Ouais. Genre, je me suis tellement pris tout dans la gueule que j'étais en mode, bon, en réalité, je suis plus à ça près. Maintenant, vous m'acceptez tel que je suis. Alors forcément, comme encore une fois, il y a eu la grosse période collège où j'ai pas voulu être celui que j'avais envie d'être. En fait, au début, je le dis souvent, j'ai eu une différence qui était non voulue. Ouais. Et maintenant, j'ai décidé d'avoir une différence qui est voulue. En fait, être différent, c'est bien. On est tous différents. Ça sert à rien de rentrer dans un moule. Donc cette différence, au lieu de la subir, on l'accepte. Que ce soit des différences en termes de personnalité, mais aussi en termes de physique. Tu vois, il y a beaucoup ce truc d'acceptation de soi, d'acceptation de son physique. Et je pense que c'est important de se regarder tous les jours et de s'aimer tel qu'on est. Alors ça ne veut pas dire s'accepter que qu'on ne doit pas gommer nos défauts. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, Ouais. qu'on n'est pas des êtres perfectibles. Mais ça veut juste dire que sur des domaines ou sur des choses qu'on ne peut pas changer, eh ben, on est tel qu'on est. On peut peut-être changer sur certains aspects de notre vie. On peut peut-être s'améliorer sur quelques points, mais qu'on a une racine quand même qui est bien ancrée Hmm. et qu'on a quand même une identité qui fait de nous ce qu'on est et que ce serait quand même bête que de la renier et que c'est ce qui fait que on va faire la différence avec d'autres gens. Qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous aimer. Tu vois, moi, l'amour, justement, c'est la rencontre de l'autre. Et la rencontre de l'autre, c'est l'autre en tant qu'individualité qui, justement, est unique. Hmm. On était tous pareils, il n'y aurait pas d'amour. Ouais. Parce que, bah, du coup, Ouais. on choisit parmi des clones. Et justement, l'amour, c'est la rencontre d'un être qui se dit, ah, ok, cette personne, elle est différente. Après, je dis ça, mais moi, je joue aux échecs. Mais ce que je veux dire, c'est dans l'idée, il y a un petit peu de ça. Ok. C'est ma pire conclusion. Et pourtant, malgré ça, du coup, tu disais que tu voulais faire du stand-up. Ouais. Et j'ai vu une vidéo de toi où tu disais que tu avais peur de flop. Un petit peu ce truc du regard, sachant que, du coup, tu étais sur les réseaux, que tu as beaucoup d'abonnés, Mm. et c'est un peu différent qu'un mec qui est inconnu. Genre, si flop, personne va le savoir. Et Ouais. du coup, tu as cette petite appréhension Mm. du flop parce que tu peux être reconnu. Ouais, bah tu vois, il y a le truc d'assumer, mais tu vois, pas jusqu'au bout. Parce que je suis pas non plus suicidaire. En fait, je sais quand même. Et en fait, tu vois, c'est limite, c'est vraiment un respect envers tous les stand-uppers. Ouais. Je sais à quel point ce métier est dur. Je sais à quel point il y en a, ils passent 10 ans avant d'être reconnus et de passer dans des salles de 100 ou 200 personnes. Et moi, quand on me propose une salle de 400 personnes, et ok, certes, j'ai peut-être des bases d'éloquence, mais en fait, c'est complètement différent de faire un discours d'éloquence, de faire un stand-up. C'est deux métiers qui sont complètement différents. Alors peut-être que je saurais m'adapter, mais peut-être que je le saurais pas. Donc, j'ai pas envie de le faire
en produisant quelque chose, en plus parce que les gens vont payer des places, qui sera mauvais. Ouais. Donc j'ai envie que si je le fais, ce soit vraiment quelque chose où les gens vont passer un bon moment, où même moi je suis certain de ce que je fais, et aussi où je peux prendre le temps d'écrire pour l'instant un stand-up, parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais tu vois, actuellement je suis focus sur les vidéos échecs, Ouais. sur YouTube, enfin surtout sur YouTube en général. Tu vois, je me dis chaque chose en son temps, et j'ai eu récemment le truc où j'ai envie de tout faire, et je me dis ok, c'est bien de vouloir tout faire, il faut des fois être capable de se recentrer sur les choses les plus importantes. Ouais. Et du coup, là, c'est quoi tes objectifs, tes projets, ceux que tu peux dire en tout cas pour les mois ou l'année à venir? Les objectifs, c'est vraiment là le format court, c'était très bien, je Ouais. continue. Mais j'ai vraiment envie de m'étendre sur le format long parce que ça me fait vraiment plaisir. Genre, j'ai l'impression de pouvoir plus être moi et qu'en fait, j'ai moins ce truc de ok, les gens, il faut absolument qu'ils restent, qu'ils restent, qu'ils Ouais. restent. Sur un format long, bon, bah, vous restez pas, au moins vous serez resté jusqu'à tel moment de la vidéo. En plus, bon, moi actuellement, j'ai pas de monteur, mais je me dis le jour où j'aurai un monteur, je me suis rendu compte de Gain de la temps. différence que ça faisait quand même. Genre sur des vidéos, une vidéo qui peut être pas folle, pas très Ah drôle, ouais. tu peux la rendre hyper drôle avec du montage, quoi, Ouais. en gardant les bons moments. M'étendre aussi sur Twitch, enfin je dis m'étendre, mais surtout prendre du plaisir. En fait, là, j'étais un petit peu arrivé à un moment donné où je commençais à en avoir marre du format court. Mm. Et je me dis, ok, j'y reviendrai, tu vois, j'en fais encore, mais j'y reviendrai plus conséquemment, peut-être plus tard. Mais là, je prends du plaisir à être sur Twitch, à être en live, tu vois, avoir la connexion avec les gens, à pouvoir inviter des gens et juste rigoler et passer un bon Tu moment. fais quoi sur Twitch? T'as un concept particulier? Tu parles juste. Enfin. Pour l'instant, je fais un petit peu des échecs, Ok. surtout. Je parle avec les gens. Et on a une émission avec un pote qui s'appelle Félix, qui s'appelle Radio Râteau, Ok. où c'est des gens, ils arrivent, ils ont un râteau, on les vanne. Ok. Globalement, on réagit à des vidéos comme ça. Mhm. Et actuellement, avant c'était une fois toutes les semaines, là ça va passer une fois toutes les 2 semaines, et je pense que la prochaine ce sera bientôt. Enfin, faut qu'on revoie encore un petit peu les modalités. Ok. Mais donc ça, c'est un des projets. Sinon, j'aimerais bien, dans un futur plus ou moins proche, écrire un livre. Ok. Dans un futur beaucoup plus lointain, réaliser un film. Enfin, écrire un film, plutôt Stylé. scénariste. Ok. J'aimerais bien m'essayer, parce que des fois on me dit ça pourrait être pas mal que tu essayes un petit peu d'acting ou quoi. Je sais que moi ça me fait rire, mais tu vois, on parlait de confiance en soi. Autant j'ai la confiance en moi sur qui je suis, autant j'ai pas de confiance en moi en termes de talent d'acteur. Tu vois, je pense Ok. absolument pas pouvoir être un bon acteur. Mais je me T'as dis, essayé ok. Quoi? T'as essayé? Non, justement. Et c'est pour Ok. ça que j'ai envie de me tester à la chose. Et je sais que ce sera que le regard des gens qui pourra derrière me valider ma propre valeur. Ouais. Parce que je sais que là, actuellement, j'ai pas vraiment, je suis tellement critique envers moi-même que je suis pas nécessairement objectif. Même si c'est pas bien de baser sa confiance en soi sur celle des autres, je pense que des fois, pour commencer dans certains domaines, on n'a vraiment pas confiance en soi, d'avoir une validation. Ouais, c'est ça, bah oui, forcément. aider. Ouais, et puis, même si tu sais que tu es trop critique envers toi et que les gens le sauront peut-être un tout petit peu moins, Mm. dans ce cas-là, leur validation, elle a un sens. Ouais. Pour toi de t'enlever ces chaînes. Et tu parlais de livres, il y a une thématique précise ou c'est un peu à l'instar d'un film, plus une sorte de roman, science-fiction, ce genre de choses? J'aimerais bien faire un roman et aussi un livre d'échecs, juste Ok. un petit peu en mode fun, un de ces quatre. Je me dis que ça pourrait vraiment être sympa d'avoir un petit Ouais. peu le petit guide d'échecs. Ok. Donc ça fait partie des projets. J'aimerais bien faire la traversée de la Manche aussi un jour, à la nage, pas en bateau ou quoi. Ouais, ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire depuis que je suis tout petit. Mais C'est combien de kilomètres? je crois que c'est 36 ou 39, Oh. mais avec les courants, tu peux monter à 50. Donc voilà, ouais. Et puis en fait, juste continuer à prendre du plaisir en fait. Ouais, bah oui, du Juste plaisir, la prendre du traversée de plaisir, la Manche, en fait. Ouais, et prendre du plaisir dans tous les projets en fait. 50 km de nage. Mais justement, Accepter tout, tu vois. on t'a pas posé la question par rapport aux échecs, ça devient d'où? Qu'est-ce que tu Waouh. kiffes là-dedans? Les échecs, ça vient de mon père Ok. qui jouait aux échecs. Il m'y a mis quand j'étais tout petit. Et du coup, bah, ça m'a pas lâché. Après, j'ai arrêté à 12 ans la compétition. Et là, je joue juste sur Internet, pareil, juste pour le plaisir. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup été compétitif. Et peut-être parce que je voyais beaucoup ma valeur vis-à-vis de mes réussites. Et du coup, pour exister, il fallait que je réussisse à peu près dans tout. Mais du coup, ça me mettait tellement une pression. Et d'ailleurs, en vrai, je suis hyper critique envers moi-même, certainement à cause de ça. Parce que si je suis pas le meilleur dans quelque chose, j'estime que j'ai pas réussi. C'est Ouais. vrai et faux. Et c'est quoi, on peut être le meilleur dans quelque chose, ça veut absolument rien dire. On essaie juste d'être la meilleure version de soi-même. Et donc, ouais, il m'a mis aux échecs. Et du coup, maintenant, j'ai décidé de vouloir démocratiser ça avec des vidéos humoristiques et de prendre le contre-pied de ce qui se fait sur Internet. En vrai, c'est bien, je trouve, parce que perso, j'ai toujours un peu touché aux échecs, mais de loin. J'ai jamais, je connais pas les combos, les Ouais. stratégies et tout. Et il y a un moment où j'ai voulu m'y mettre un peu. Et ça m'a vite saoulé, en fait. Je trouve Ouais. ça
En fait, c'est rébarbatif. C'est juste, tu vois un truc, tu dois l'apprendre, tu dois le tester. Il y avait pas de côté fun, tu vois, je trouve. Là. Tu C'est sais tellement jouer mal parler des échecs. Tu sais jouer Bah justement, je joue à l'œil. D'accord. Je joue à l'œil, mais Non, mais je tu fais connais pas les de règles, quoi. Oui, ah oui, bah oui. Viens, je on le connais les défie règles. après aux échecs. On va le laver, hein. Ouais, deviens. Je sais, je peux jouer à l'aveugle. Oui, bah moi aussi. Vaut mieux que je joue à l'aveugle, moi. Ah, je sais pas si t'es à l'aise à parler de ça, mais Ouais. est-ce que t'as une vision business? Parce que les réseaux ont pris de l'ampleur, t'as eu des partenariats, etc. Alors, je l'ai pas tant que ça en vrai. Je suis C'est pas pas un bon obligé, businessman. Non, parce que j'ai envie que ça reste une passion avant tout. D'accord. Après, je prends les occasions des fois quand elles viennent, etc. Mais je suis pas en mode j'ai envie de faire de l'argent. Enfin, c'est absolument pas mon but. Mais je suis pas non plus des Lulu. Je sais qu'il faut vivre et qu'il faut subvenir et donner une villa pour la maman, quoi. Ouais. D'accord. Mais c'est pas. Moi, je suis vraiment pas. C'est pas Toi, c'est le c'est pas ce kiff. qui m'intéresse. Ouais. Quoi Toi, c'est le kiff. Ouais. Ah, toi. Et tu disais tout à l'heure que tu avais toujours cette volonté d'être le meilleur dans les sports que tu faisais ou dans tout ce que tu touchais. Est-ce que quand tu as réussi à être dans le top Clash Royale, très bon aux échecs, faire concours d'éloquence, tout ça, tu dirais que c'est parce que tu es naturellement bon, on va dire, tu as des prédispositions sur certains trucs, ou tu es juste plus travailleur que les autres, ou plus intelligemment travailleur que les autres aussi? Ah, parce qu'en fait, là, je suis bourbier dans les deux cas, parce que je vais te dire, je suis absolument pas travailleur, mais du coup, ça veut dire que j'ai un talent inné partout, en fait. Exactement, Du coup, c'est le ça piège. qui est relou. Tu vois, typiquement, Clash Royale, je le voyais pas comme un travail, parce que juste, je kiffais jouer. Ouais. Non, je pense qu'il y a des choses où j'aurais plus ou moins des bonnes prédispositions. Ouais. Après, forcément, tu vois, la natation, j'ai énormément travaillé, je vais pas te mentir. Parce que forcément, j'ai commencé après tout le monde, j'ai commencé à 15 ans, je m'entraînais, tu vois, 5 fois 2 heures par semaine. C'est basique pour un nageur, mais bon, puisque du coup, j'avais une bonne technique de base, ça allait. Et puis, forcément, les stages, c'était quoi? C'était 4 heures dans la journée pendant les vacances. Ouais. C'est 2 entraînements par jour. Mm. Voilà, faut quand même avoir la tête à le faire. Ouais. Donc, ça, forcément, je dirais que c'est l'un des trucs où j'ai le plus bossé la natation. L'éloquence, en vrai, mine de rien, je pense que c'est quand même du travail en fait, quotidien, sans que je m'en rende compte. Clash Royale, en fait, je pense que j'ai juste spammé le jeu. En fait, je kiffais tellement jouer que Ouais, t'as tryhard du coup. j'ai juste tryhard en fait, Ouais. mais C'est sans lui, gros apprendre. joueur. Quoi? Gros joueur de Clash Royale Ah ouais en prépa. Alors, pas en niveau, hein, en heure passée. On est repassé. Ouais. En prépa, je faisais que ça. Mais j'ai été obligé de désinstaller le jeu parce Désinstaller, que tu m'étonnes. c'était trop. Parce qu'en fait, Clash Royale, t'as le truc, en fait, tu dois passer un step où tu dois analyser tes parties, etc. Ouais. Ça, j'avoue que je l'ai jamais vraiment trop fait. Je jouais surtout dans les parties et t'apprenais sur des parties. Là où les échecs, en fait, les parties, c'est bien, mais t'es obligé de passer par la théorie et plein de trucs. Tu vas pas progresser en spammant les parties d'échecs juste pour les spammer sans les analyser. Tu vois, c'est ça qui est bizarre, je trouve, d'avoir un loisir où t'as de la théorie. Enfin, en vrai, non, t'en as partout, mais... Il y a de la théorie partout. Ouais, ce que j'allais dire, mais je sais pas. T'as de la théorie sur comment tu dois placer ton bras. Hein. Ouais, je sais pas, je l'ai toujours vu différemment pour les échecs. Ouais, mais peut-être qu'avec ta chaîne, tu me feras changer d'avis. Hein. Ah, c'est bien, je te ferai changer d'avis, je suis d'accord. Ouais. Bah, je crois qu'on va être good. Ouais, on va conclure. On a dépassé un tout petit peu, donc... Question. Bon, bah, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Merci à Théo de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nous partager son expérience et ses tips. Ses tips. Voilà. Je finis ces phrases. Ouais, c'est beau ça, c'est Est-ce que ça le langage de l'amour. Il y a un message, tu veux faire passer quelque chose que tu veux dire, si tu veux, la scène est à toi. La scène est à moi. Est-ce que tu veux nous faire une impro pour finir? Une impro sur quoi? Je sais pas, tu t'as dit que t'écrivais beaucoup, une poésie que t'as écrite ou bien un discours que t'as envie de faire passer. Petite impro. J'ai pas nécessairement là de discours écrit. Enfin, si, j'ai mon recueil de poèmes. Bah, tu veux le en lire, entier. On prend 2 heures. Lis tout le recueil. Non, mais déjà, je voulais vous remercier, les gars, pour ces 2 heures. Un grand plaisir. Merci d'avoir été là. Merci pour votre format. En plus, c'est cool. C'est vachement pro. Il y a des caméras, il y a des micros, il y a le budget qui a été mis. Il y a peut-être un endettement sur la maison, je sais pas. Hypothèque. En tout cas, on est bien. C'est investi. Je reconnais le côté business, tout ça. Non, ça m'a fait plaisir de parler d'éloquence.
même si moi c'est un monde dans lequel je suis fraîchement arrivé. Voilà, et des fois peut-être je me dis, et d'ailleurs c'est quelque chose dont on aurait pu parler, mais je me suis dit ok, est-ce que je suis vraiment légitime à parler d'éloquence? Même des fois quand je suis juré, je me dis ok, est-ce que je suis la personne la plus légitime? Parce qu'il y en a peut-être plein d'autres qui sont, tu vois, derrière le rideau et qu'on voit pas forcément. Donc déjà, je voulais dire bravo à tous ces orateurs qu'on voit pas forcément, tu vois, dans des podcasts ou bien qu'on voit simplement dans des événements où c'est pas forcément filmé. Ouais. Parce que y a quand même des gens qui sont très talentueux, en tout cas qui se donnent à la tâche. Il y a beaucoup d'associations, notamment dans les facs de droit, qui se donnent les moyens de former des gens. Il y a beaucoup de formateurs et de gens passionnés. Et c'est ça qui est beau. Du coup, je pense qu'il faut leur rendre à César ce qui appartient à César. Que sans ces gens-là, même moi, j'aurais pas été conscient que l'éloquence existait. Comme Pierre Faury n'aurait pas été au courant, il n'y aurait pas eu maintenant tout ce truc-là de démocratisation de l'éloquence qui a commencé même avec les films à voix haute, etc. Ça commence aussi d'ailleurs souvent par le cinéma, même pour les échecs, là, avec le jeu de la dame. Il y a quand même souvent un truc cinématique où derrière, il y a une hype qui se crée. Mais moi, ça me fait plaisir de voir de plus en plus de gens qui prennent la parole. J'aimerais qu'il y en ait qui, après ce podcast, peut-être, aient aussi cette envie de prendre la parole, parce que je pense que vous êtes tous légitimes autant que vous êtes à prendre la parole. Vous avez tous des messages à passer, vous avez tous des choses à dire, et vous pouvez tous être pertinents sur un sujet. Et donc, j'aimerais vraiment que, suite à cette interview, au moins vous ayez l'envie de le faire. Alors si vous le faites pas maintenant, si vous le faites pas demain, c'est pas grave, mais qu'un jour vous vous disiez ok, je suis sur scène, j'ai des choses à dire, je suis capable de les dire, et je suis surtout légitime à les dire. Voilà. Il a tout gâché. Voilà. Il a lâché Lui, le il a poil. compris, lui. Il y aura le montage, t'inquiète. Je fais le T'as écouté le podcast? Let's go. J'étais pas là, mec. Il était out de podcast même. Bon, bah merci à tous et ciao. Ciao. Ciao.